Bonjour à tous, il est bientôt 14 h, bienvenue sur BFM TV pour cette édition spéciale consacrée à la rencontre qui s'annonce ce soir entre le président américain et Volodymyr Zelensky, ainsi que toute une délégation européenne et représentants de l'OTAN. Nous reviendrons évidemment sur toute cette actualité, on suivra tous les événements en direct, mais tout d'abord cette information de dernière minute qui vient de nous parvenir. Le président Zelensky, qui une fois arrivé aux États-Unis, s'entretiendra justement avec tous ses alliés qui se rendent donc à la Maison Blanche avec lui. Ils se réuniront un peu avant. Alors bienvenue dans cette édition spéciale. Bonjour à tous, bonjour Valentin. Bonjour Fanny, effectivement ensuite il y aura un très gros programme puisqu'à partir de 19 h, Volodymyr Zelensky va s'entretenir avec Donald Trump à la Maison Blanche et à 21 h, ce sont les alliés de la coalition des volontaires emmenés entre autres par Ursula von der Leyen et par Emmanuel Macron qui vont également rencontrer le président américain. Justement, Donald Trump qui ce matin a mis la pression sur les épaules de Volodymyr Zelensky à quelques heures maintenant de cette rencontre cruciale avec le président ukrainien à la Maison Blanche pour mettre fin à la guerre avec la Russie. L'Américain a posé deux conditions qui font un peu le jeu du Kremlin. Oui, des conditions exprimées sur son réseau social Truth Social en très gros. Il faut laisser la Crimée aux Russes, renoncer également à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Antoine Hollard, on vous retrouve à Washington, vous êtes notre correspondant sur place. C'est donc un sommet historique étendu qui se profile aujourd'hui à la Maison Blanche. Oui, c'est un coup de pression terrible que Donald Trump met sur Volodymyr Zelensky. Dans un message sur son réseau social cette nuit, Trump écrit que le président ukrainien peut mettre fin à la guerre immédiatement ou bien choisir de continuer à combattre. Alors c'est une déclaration incroyable, une sorte d'inversion des rôles qui fait passer Zelensky pour le responsable du conflit, comme si la Russie n'était pas l'agresseur. La suite du message est tout aussi incroyable. Trump reprend le discours de la propagande russe en expliquant en substance que si la guerre a commencé, c'est à cause de Kiev qui a voulu adhérer à l'OTAN. Le président américain semble acquis à l'idée que pour régler le conflit, il faut s'attaquer à ce que le Kremlin appelle les causes profondes de la guerre, à savoir l'OTAN et la question des territoires à l'est de l'Ukraine. Justement, toujours dans ce même message, Trump affirme que l'Ukraine ne pourra jamais récupérer la Crimée. À quelques heures de la rencontre, le ton est donc donné. Trump semble plus que jamais aligné sur les positions de la Russie. Zelensky et les Européens vont devoir faire preuve de beaucoup de doigté pour faire entendre leur voix sans braquer le président américain. Antoine Hollard, depuis Washington, notre correspondant pour BFM TV. Alors évidemment, depuis qu'il a posé le pied ce matin sur le sol américain, Volodymyr Zelensky envoie également plusieurs messages pour tenter d'inverser cette pression face à Donald Trump. Nous souhaitons mettre fin à cette guerre rapidement et désirons une paix durable. Voilà ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky ce matin lorsqu'il a posé le pied sur le sol américain. C'était avant justement que Donald Trump ne fixe ses conditions. En effet, on va rejoindre notre correspondant BFM TV en Ukraine, Cyril Amourski, puisque Zelensky a toujours dit qu'il ne souhaitait pas concéder le moindre territoire à la Russie. Il l'a rappelé encore hier sur les réseaux sociaux et depuis Bruxelles. Abandonner la Crimée non plus, renoncer à son adhésion à l'OTAN non plus. Quel est l'état d'esprit en Ukraine justement et les réactions aux propos de Donald Trump sur son réseau social Truth Social? Ici, il y a beaucoup de colère parce qu'on voit que le président américain, effectivement, reprend les termes de la propagande russe et reprend les conditions qui sont dictées par la Russie depuis le premier jour de l'invasion à grande échelle, à savoir abandonner les territoires ukrainiens, imposer le russe en tant que seconde langue officielle, rétablir l'existence de l'église orthodoxe russe en Ukraine. Tout cela, ce sont des conditions qui sont maximalistes et les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui le président américain, alors que l'agresseur c'est la Russie, décide en fait de s'aligner sur les positions de l'agresseur et décide de mettre la pression sur l'agressé et non pas sur la Russie. C'est des questions auxquelles les Ukrainiens n'ont pas vraiment de réponse. Il y a tout de même un petit espoir qu'aujourd'hui, étant donné que l'Ukraine est accompagnée de ses alliés européens à Washington, qu'ensemble ils puissent convaincre Donald Trump que la stratégie qu'il utilise en ce moment, à savoir une fois de plus de se calquer sur les positions de Vladimir Poutine, n'est pas la bonne, que l'Ukraine a des lignes rouges, que la souveraineté ukrainienne doit être respectée et que non seulement la souveraineté ukrainienne doit être respectée par rapport aux enjeux qui concernent directement le pays, mais elle doit aussi être respectée parce que cela ouvrirait la porte à des conséquences beaucoup plus importantes au niveau européen. Et c'est d'ailleurs probablement pour cela, entre autres, que les dirigeants européens font le déplacement avec Volodymyr Zelensky à Washington.
Merci beaucoup Cyril Amourski en direct depuis Kiev en Ukraine. Avec nous en plateau pour parler bien sûr de ce sommet et de ces déclarations de Donald Trump. Il y a Michel Fayad, analyste politique. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Oksana Melnichuk, politologue ukrainienne. Merci également à vous. Michel Fayad, je me tourne vers vous. On est passé presque d'un ultimatum à la Russie à un ultimatum vers l'Ukraine et les alliés européens. Quelle est la stratégie là de Donald Trump d'ailleurs? Est-ce qu'il a une stratégie? En fait, déjà, c'était prévisible. À partir du moment où Donald Trump allait rencontrer Vladimir Poutine, il était sûr que l'étape d'après, c'était de mettre la pression sur l'Ukraine pour accepter ce sur quoi la Russie et les États-Unis s'étaient mis d'accord. Et là, donc, aujourd'hui, pour Donald Trump, il veut vraiment que l'Ukraine et l'Europe fassent un pas vers lui, vers la Russie, parce que il considère que lui, le meilleur négociateur du monde, comme il se prétend, a pu obtenir certains points de la part de la Russie. D'ailleurs, on ne sait pas encore exactement lesquels, mais il considère qu'à partir de ce moment-là, les Européens et les Ukrainiens doivent également faire un pas en avant pour finaliser la fin de la guerre. Voilà ce que lui pense. Maintenant, il y a plusieurs choix qui se présentent sur la table, c'est-à-dire soit les Européens et les Ukrainiens vont tout rejeter en bloc. En tout cas, la position jusqu'à maintenant, elle est très forte, très ferme de la part de l'Europe et de l'Ukraine, vous l'avez rappelé. Donc il n'y a pas de concession côté européen, côté ukrainien. Et là, ça risque d'être un problème avec Trump. Soit il commence à y avoir un peu plus de flexibilité. Et là, il va falloir voir si Donald Trump, du coup, prend la balle des Européens et des Ukrainiens et la remet dans le camp de la Russie. Donc, c'est vraiment très compliqué. Ça va être une affaire diplomatique extrêmement serrée, extrêmement minutieuse, parce que c'est vraiment... en fait, il va falloir ne pas froisser la personnalité de Donald Trump tout en essayant de défendre les intérêts de l'Europe et de l'Ukraine. C'est vraiment très compliqué. Mais pour Trump, il n'y a pas de choix possible pour la paix qu'une concession de territoire. Donc ça va être vraiment un challenge. Oksana Melnichuk. Pourquoi vous dites ça avec cette certitude? On n'a pas le choix. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vient de dire. Non, j'ai pas dit ça. On commente juste ce qu'a dit Donald Trump. Mais Donald Trump. Justement, j'allais venir vers vous. Ça va être effectivement un chemin très ténu pour l'Europe et pour l'Ukraine. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, les dirigeants européens vont se réunir avec Volodymyr Zelensky avant d'aller à la Maison-Blanche, parce qu'on a bien l'impression qu'on est face à face avec deux oppositions irréconciliables. Cession de territoire, non-adhésion à l'OTAN du côté de la Russie et des États-Unis, et totalement l'inverse du côté de l'Ukraine et de l'Europe. Quel point d'entente on va pouvoir trouver là, c'est quelques heures avant? On ne peut pas trouver un point d'entente entre l'agresseur et l'agressé. Il faut toujours tenir en tête que ce n'est pas la guerre locale et régionale parce qu'on dispute le champ ou une forêt par là ou par là. Non, c'est une guerre en Europe. C'est pour ça d'ailleurs que tous les Européens sont engagés. C'est la guerre existentielle pour l'Ukraine, parce que l'objectif de Poutine, c'est restaurer l'Union soviétique dans tout son format. Ça veut dire avec les pays baltes, avec l'Ukraine, avec Moldavie notamment, mais pas seulement restaurer l'Union soviétique, restaurer aussi les zones d'influence de l'Union soviétique. Il est venu à Washington, pas pour finir la guerre, il est venu à Washington pour proposer deal à Trump, à sa guise, deal avec le monde, c'est par le monde. Ça veut dire partager les zones d'influence dans le monde, dans la géopolitique, comme c'était fait à l'époque de l'Union soviétique. C'était ça les propositions de Poutine. Et pour lui, l'Ukraine et l'Europe, ce n'est qu'un obstacle pour cette deal. C'est pour ça qu'il ne veut pas parler avec les Européens, parce qu'il n'a rien à parler avec eux. Et c'est pour ça on ne peut pas céder un centimètre, parce que si on cède dans ce deal, ça veut dire qu'on va renoncer à on va refuser de toutes nos valeurs européennes démocratiques. Je rappelle que le monde existant aujourd'hui, c'est l'ordre du monde aujourd'hui, il était établi après la Deuxième Guerre mondiale, et l'un des fondements de ce monde, de l'ordre, c'était non, on ne touche pas les frontières, on ne viole pas les frontières.
Donc, si on accepte aux moindres concessions, ça veut dire qu'on va trahir pas seulement les intérêts de l'Ukraine, mais l'intérêt de tout ce qu'on a construit tous ensemble après la Deuxième Guerre mondiale. On est également en ligne avec Guillaume Lascanjarias, qui est historien militaire. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Moi, j'avais une question sur la Crimée, parce que c'est vrai que Donald Trump, ce matin, sur son réseau social, a remis un peu la Crimée, annexée depuis 2014, sur le tapis. Pourtant, Volodymyr Zelensky n'en a pas vraiment parlé ces dernières semaines, ces derniers mois. On sait que la priorité à la fois pour le Kremlin et pour l'Ukraine, c'est le Donbass, c'est Donetsk, c'est la région de Lugansk. Pourquoi, à votre avis, Trump a remis la Crimée sur le devant de la scène ? Sans doute parce que c'est la province ukrainienne qui est le plus facile pour lui à concéder dans le cadre de ces échanges territoriaux. En effet, qu'il s'agisse du Donbass et donc des provinces de Luhansk et Donetsk, ou encore plus de celles de Kherson et Zaporijjia, qui sont toutes celles, j'allais dire, que convoite la Russie, eh bien, elles sont pas sous contrôle véritablement de l'armée russe. En revanche, la Crimée, elle, a été depuis 2014 annexée, russifiée, particulièrement de manière brutale d'ailleurs, et c'est sans doute quelque chose qui paraîtrait dans l'esprit du deal à la Trump le plus facile. Mais c'est là encore revenir sur ce que disait Oksana, et avec juste titre, revenir sur le dogme de l'inviolabilité des frontières, du fait qu'on peut changer comme ça l'ordre du monde, et c'est non seulement pour les Européens, la reconnaissance de la Crimée annexée n'a jamais été acceptée, pas plus que ne le serait celle du Donbass ou des autres oblasts. Mais pour Trump, il faut quand même donner quelque chose. Mais il faut quand même revenir là-dessus. Trump se permet de donner ce qui ne lui appartient pas et à offrir ça à un pays qui n'a aucune légitimité à l'avoir. En revanche, il est vrai que la Crimée étant une forme de fortin que les Russes, depuis maintenant quasiment 10 ans, ont militarisé à l'extrême, où ils ont mis leur siège des forces navales, c'est effectivement une place extrêmement difficile à reprendre par les armes, ce qui ne veut pas dire qu'il faille accepter dans le droit international de le concéder à la Russie. Vous restez avec nous, Guillaume Lascanjarias. Michel Fayad, je voudrais revenir sur les propos d'Oksana Melnichuk tout à l'heure, qui disait qu'en fait, la volonté de Poutine aujourd'hui, c'est de revenir à cet ordre, à cette échelle de l'Union soviétique d'antan, et donc de récupérer un peu ces frontières de l'époque. Et il y a donc cette question de cette participation européenne assez élargie autour de Zelensky aujourd'hui à cette rencontre avec Donald Trump, mais sans la présence, à part peut-être la Finlande, de certains représentants des pays baltes. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut manquer justement pour aussi exprimer cette difficulté et ce risque qu'il y a que les États baltes, ces États plus proches encore de la Russie, les États européens qui sont vraiment à la limite de l'Europe, soient aussi en danger? Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, peut-être que les États baltes ne sont pas présents, mais il y a quand même la Finlande qui est présente. Et la Finlande a été en partie annexée par la Russie, puisque une partie de la Finlande, qui s'appelle la Carélie, désormais sous contrôle russe depuis des années, en fait, avait fait imposer à la Finlande une sorte de neutralisation qu'on avait appelée dans le dictionnaire français la finlandisation. Et cette finlandisation en fait, s'est terminée il y a très peu de temps, quand la Finlande est rentrée dans l'OTAN. Et donc, le fait que la Finlande soit présente, c'est, je pense, un signal, et c'est une volonté de la part des Européens de montrer à Trump ce que l'Ukraine pourrait subir, parce que la Finlande l'a déjà subi. Donc c'est Alexander Stubb qui va représenter cette idée-là, à mon sens. Maintenant, concernant les visées de la part de la Russie territoriale, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Je pense que quand on étudie la Russie et qu'on étudie aussi les discours de Poutine, on voit qu'en réalité, il y a un objectif très clair d'augmenter la population en Russie. Parce qu'il y a un vrai problème en Russie, c'est que la population décline.
Et donc, quand il a annoncé l'annexion des 4 oblasts et de la Crimée dans sa constitution, dans son discours, il a répété plus de 20 fois les 4 millions de nouveaux Russes, les 4 millions de nouveaux Russes. Donc, il insiste sur cette histoire-là. Vous avez raison de dire que les pays baltes peuvent être une cible parce que, par exemple, sur la Lettonie, il y a 40% de la population qui est russophone et rien qu'à Riga, ils sont 50%. Donc, oui, les États baltes peuvent être visés à un moment donné. Mais moi, je pense qu'à part les États baltes, il n'y aura pas vraiment de visée en Europe. Le seul pays que je vois potentiellement être une cible pour Vladimir Poutine dans l'ex-URSS, c'est le Kazakhstan. Parce que le Kazakhstan, en janvier 2022, juste avant la guerre contre l'Ukraine, donc en février 2022, avait subi une tentative de coup d'État. Et c'est Poutine qui était intervenu et qui avait maintenu le président actuel au pouvoir. Aujourd'hui, ce président essaye un peu de prendre ses distances de la part de la Russie, même s'il continue à aider la Russie d'un point de vue, par exemple, de changement des papiers d'origine du pétrole russe. Il le change, il met du pétrole kazakh. Bref, il l'aide, mais il prend de la distance. La Russie ne peut pas se permettre de perdre son influence sur le Kazakhstan, parce que c'est au Kazakhstan que la Russie tire, par exemple, ses fusées. Il y a énormément de choses qui les lient. Et il y a également plus du tiers de la population du Kazakhstan qui est russophone aussi. Et donc, je pense qu'en termes stratégiques, il y a l'Ukraine et le Kazakhstan qui sont les plus importants pour la Russie. Et si on veut élargir un petit peu plus en termes de population, parce que c'est ça qui compte aussi pour les Russes, je rajouterais en effet les États baltes. On va retourner sur le terrain et après on vient vers vous, Oksana, puisque sur le front, les attaques se poursuivent. Plusieurs civils sont morts cette nuit à l'est de l'Ukraine, dans des frappes russes. La Russie, de son côté, qui assure avoir neutralisé également des dizaines de drones ukrainiens envoyés sur son territoire. On fait le point avec Pierre Desmith. Je vais essayer de soulever le bout de mur. Si ça ne fonctionne pas, j'essaierai avec mes jambes. Bloqué sous les décombres de cet immeuble touché par une frappe, un homme est finalement extrait vivant par les secouristes de la région de Kharkiv. Depuis le ciel, les dégâts de cette attaque massive sur ce quartier résidentiel sont impressionnants. Cet immeuble a été touché à 5 reprises. Tous les services sont opérationnels sur place. La direction du parquet régional a signalé des crimes de guerre ayant entraîné la mort de personnes. Devant les débris, un corps fumant et l'agitation des secouristes, des riverains traumatisés et impuissants ne peuvent que constater les dégâts. Ils ont frappé un immeuble ordinaire, de nombreux appartements, de nombreuses familles vivaient ici, de jeunes enfants. J'ai vu ma voisine être évacuée, les vêtements tachés de sang. C'est vraiment une catastrophe. D'autres régions à l'est et au sud de l'Ukraine ont également été touchées par des frappes russes cette nuit, causant plusieurs blessés. Le président ukrainien dénonce ces attaques continues sur son pays, malgré les pourparlers de paix. La machine de guerre russe continue de détruire des vies. Elle ne doit pas être récompensée pour sa participation à cette guerre. Il faut y mettre fin. Volodymyr Zelensky estime également que ces frappes russes visent à humilier les efforts diplomatiques entrepris ces dernières semaines. Oksana Melnichuk, on voit la réalité sur le terrain, évidemment, de ces frappes par drone, par missiles russes qui se poursuivent toujours sur des cibles civiles en Russie. Poutine veut humilier la diplomatie avec ces frappes. C'est ce qu'a écrit Volodymyr Zelensky il y a encore quelques heures. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Mais parce que Poutine, il se moque de nous tous. Il se moque de Trump. Il ne le prend pas au sérieux déjà. Vous savez, quand on regarde les médias russes, ce qu'il sort sur Trump, ce qu'il sort sur les États-Unis, les Russes, ils se prennent comme déjà les hégémons du monde. C'est eux qui gouvernent. C'est au grand Poutine, le grand pharaon Poutine qui gère maintenant tout le monde entier. Donc, quand tu prépares pour la fin de la guerre, si tu es prête, comme dit Poutine, je suis prête de parler des garanties de sécurité pour l'Ukraine, on a bien vu, c'est ça les garanties de sécurité des Russes. Vous savez, on a déjà vécu toutes les garanties de sécurité depuis 1994, d'après le mémorandum de Budapest. Quand on a rendu 2000 têtes nucléaires, on a aussi reçu les garanties de sécurité. Et nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez, je voulais d'ailleurs revenir en Crimée, si vous permettez, parce que Trump, son ignorance, il s'est mis tout seul dans le piège.
Je pense que Rubio, maintenant, le secrétaire d'État américain, il s'arrache les cheveux parce qu'il était co-auteur de la loi américaine par laquelle les États-Unis vont jamais reconnaître l'annexion de Crimée. C'est signé noir sur blanc dans les lois, dans les législations américaines. Et Trump, il dit qu'il est prêt d'offrir Crimée, mais... Oksana, on vous redonne la parole. On va juste écouter justement, parce que vous nous tendez une perche, Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, qui a été interrogé sur de possibles nouvelles sanctions américaines sur la Russie si la guerre en Ukraine se poursuit. Écoutez sa réponse et les possibles conséquences d'une telle décision sur les négociations en cours. Vous parlez des sanctions. Écoutez, si la paix n'est pas possible et que la guerre continue, des milliers de personnes continueront de mourir. Le président a la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions. Mais s'il le fait, les négociations seront closes. Vous vous engagez ainsi dans une nouvelle année, voire une année et demie de guerre, de mort et de destruction. Nous pourrions en arriver là, mais nous ne voulons pas en arriver là. Oksana Melnichuk, est-ce que vous pensez vraiment que les Ukrainiens peuvent récupérer la Crimée annexée depuis 2014, depuis maintenant presque 12 ans? Vous savez, je ne peux pas dire de moi-même parce que je ne suis pas spécialiste, mais je vais vous transmettre ce qu'il dit nos militaires à ce sujet. Il en parle depuis 2023, depuis qu'on a commencé à frapper sur le fameux pont de Crimée. Oui. On dit que les militaires croient que libérer Crimée, ce sera beaucoup plus facile que libérer Donbass. Pourquoi? Parce que le Crimée, je rappelle, c'est presque île, vraiment, parce qu'il y a toute une petite territoire. Bande de terre, il suffit de couper les chemins qui mènent du continent à Crimée, et ça y est, et vous avez l'armée russe qui est encerclée à l'intérieur. Donc, c'est pas la question militaire. Crimée. C'est la question de volonté politique aujourd'hui, vous voyez. Donc, Crimée, c'est pas une monnaie d'échange. Crimée, c'est historiquement, Crimée, il était attaché à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que quand il était attaché à Russie, pas en Ukraine, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas des gens pour travailler sur place. Donc, pourquoi? Il n'était pas offert comme ça par Khrouchtchev à Crimée. Elle était attachée à l'économie ukrainienne parce que c'est seulement en liaison avec l'Ukraine, géographiquement et économiquement parlant, Crimée pourrait exister seulement s'il est attaché économiquement à l'Ukraine. Parce que c'est par l'Ukraine qu'il reçoit de l'eau, c'est par l'Ukraine qu'il reçoit l'électricité, et c'est les Ukrainiens qui savent cultiver les terres. Les Tatars, les populations locales, ils ne sont pas cultivateurs de terre. Ce sont les gens qui nomades, mais pas nomades, mais il élève les bêtes, il ne s'occupe pas de l'agriculture. Donc, Crimée, comme vraiment le territoire prospère et la zone des colonies de vacances, il peut vivre et prospérer quand les Ukrainiens sont là. Guillaume Lascandjarias, j'aimerais revenir avec vous sur les propos de Marco Rubio qu'on a entendu tout à l'heure, qui disait que les États-Unis avaient la possibilité de renforcer les sanctions à l'encontre de la Russie, mais que ça ne ferait qu'aggraver la guerre en Ukraine et que les États-Unis ne veulent pas ça. Quelle est donc l'issue possible ? Alors effectivement, c'est très difficile de savoir quelle serait l'issue possible parce que on a une forme d'incapacité du côté américain à pouvoir déjà se coordonner entre d'un côté la présidence, Trump, Witkoff, et puis le secrétaire d'État, c'est-à-dire Rubio. On a l'impression en fait d'avoir une administration américaine qui ne sait pas trop où elle habite et puis qui ne sait pas non plus ce qu'elle peut réellement proposer aux Ukrainiens. Les garanties de sécurité dont on pourrait parler, elles sont pour l'instant une forme d'inexistence. Et puis les sanctions, eh bien en réalité on les attend depuis 15 jours, ces fameuses sanctions, s'il n'y avait pas d'accord. Donc la parole en réalité que les États-Unis apportent est aujourd'hui totalement démonétisée et c'est un peu le propre de cette administration Trump que de décrédibiliser sa propre valeur au nom théoriquement de deal. Je suis assez sévère avec cette vision des choses parce que on imagine quand même que les Américains sont quand même ceux qui défendent théoriquement la démocratie et le droit des gens. Là, en réalité, on n'a ni l'un ni l'autre et puis en fait, on ne propose à l'Ukraine qu'un marché de dupes
sans en fait la garantie que la Russie ne rattaquera pas dans un futur proche. Michel Fayad, l'information de ce début d'après-midi, c'est que Volodymyr Zelensky va rencontrer les alliés européens qui arrivent progressivement sur le sol américain. Il y a beaucoup de monde, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Friedrich Merz également, ou encore Giorgia Meloni. L'OTAN également qui est présent. Qu'est-ce qu'ils vont se dire de plus que ce qui est ressorti des réunions et des conférences, des visios de ce week-end et notamment d'hier? Je pense que c'est plus maintenant sur la forme que sur le fond. Parce que le fond, je pense qu'ils sont bien alignés. D'accord. C'est arrivé unis, montrer vraiment qu'ils ne font qu'un. Oui, et puis aussi, surtout, l'attitude que devra avoir Volodymyr Zelensky. Oui, parce qu'on a appris depuis hier que la rencontre allait se dérouler en 2 temps. Que Volodymyr Zelensky allait d'abord être reçu seul, puis le reste de la délégation. Absolument. Et puis essayer de voir comment est-ce que Volodymyr Zelensky pourrait réagir si Trump lui dit... Par exemple, je veux annexer la Crimée, quelle sera sa réponse à ce moment-là? S'il est seul... Il est briefé, voilà, vous pensez? Zelensky? Oui, c'est pas question que les Européens briefent Zelensky, c'est qu'il y a comme un brainstorming entre eux pour voir justement comment il faudrait réagir si Trump lui disait ceci, comment il devrait agir, et puis essayer de garder peut-être certaines choses pour la réunion plus globale quand ils seront tous ensemble, parce qu'il y a peut-être sur des points où Zelensky pourrait s'opposer directement lui-même seul en face de Trump, et il y en a d'autres peut-être que les Européens lui diront garde un peu le flou, et une fois qu'on sera tous ensemble, on dira non. Donc il y a quand même cet alignement, à mon sens, qui doit être discuté, d'autant que Trump maintenant s'amuse depuis qu'il s'est réveillé avec des Trump ici et là, donc les Européens et Zelensky sont obligés de prendre en considération les derniers propos de Trump. Donc il y a quand même cet aspect à prendre en compte. La dernière rencontre entre les deux hommes, c'était le 28 février dernier. Tout le monde s'en souvient, puisque Volodymyr Zelensky avait été humilié par Trump, mais également J.D. Vance, qui est le vice-président américain. Est-ce que vous pensez qu'on peut revivre ça ce soir? Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Avec Donald Trump, on ne peut pas dire que c'est impossible. Maintenant aussi, on sait que J.D. Vance a dit qu'il souhaitait arrêter l'aide à l'Ukraine il y a quelques jours. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a une pression maximale qui va être mise sur Zelensky et les Européens. Et donc, c'est ça un peu vraiment l'enjeu, c'est-à-dire essayer de résister au mieux en termes de positionnement et en même temps ne pas froisser Trump, de là à provoquer une colère totale qui irait jusqu'au retrait de l'aide américaine d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique et tout. Parce que... en fait, je veux dire, la guerre est vraiment terrible. Moi-même, je suis un enfant de la guerre. J'ai vécu 7 ans au Liban, qui était durant la guerre, depuis que je suis né jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, je sais ce que c'est que la guerre. Vivre sous les bombes, vivre dans les couloirs, dans les abris, tout ça, je connais parfaitement. Et je sais aussi qu'on a espoir dans la résistance pour gagner, l'emporter et tout. Sauf que quand les Américains veulent, malheureusement, il y a des choses qu'ils arrivent à nous imposer. Par exemple, si les Américains demain, parce qu'on en parle très très peu, si Elon Musk de son côté décidait de suivre, par exemple, une attitude de Trump de couper, par exemple, Starlink, là, il y aurait quand même un gros coup qui serait porté à l'Ukraine. Et le problème, c'est que, par exemple, Starlink aide aux unités mobiles ukrainiennes. Alors que si Starlink venait à être coupé, son équivalent européen ne peut aider que des unités fixes militaires pour les Ukrainiens. Il y a également le fait que les Starlink peut zoomer davantage sur le terrain et donc être une vraie aide au plus près pour les soldats ukrainiens, tandis que pour son équivalent européen ne peut pas faire jusque-là. Donc malheureusement, il faut essayer de prendre en compte l'aspect humain, et je comprends parfaitement le côté humain parce que je l'ai vécu, mais il y a aussi quand même une réalité qui est la réalité américaine, qui est dure et qui est terrible, et c'est là où l'Ukraine a la chance d'avoir l'Europe de son côté. Il va falloir vraiment essayer de maintenir un équilibre entre le positionnement ukrainien et ce que les Américains vont vouloir essayer d'imposer. Merci, vous restez tous avec nous, évidemment. On va revenir dans un instant sur cette actualité de la journée. Ne manquez pas, surtout dès 17h, notre édition spéciale sur BFM TV pour suivre en direct donc, ce sommet exceptionnel entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les alliés européens. Alain Marchal sera accompagné d'experts et de nos correspondants sur le terrain pour vous faire vivre ce rendez-vous crucial. Et tout l'après-midi, évidemment, nous continuons de développer cette actualité. Tout de suite, la météo, on se retrouve juste après. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques.
Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver. La canicule se maintient près de la Méditerranée avec des températures qui vont une nouvelle fois dépasser les 35 degrés cet après-midi. Ça sera sans doute le cas ici dans le département de l'Hérault, Montpellier, sous un grand soleil. La bonne nouvelle, c'est que cette canicule perd de plus en plus de terrain et la vigilance orange canicule, donc qui concerne 7 départements pour aujourd'hui, eh bien cette vigilance orange canicule sera levée demain parce qu'une goutte froide se rapproche de la France, de l'air froid en altitude. De l'air chaud dans les basses couches, ça promet ça des orages localement forts. Il faudra les surveiller à partir de demain. Alors pour cet après-midi, déjà un ciel un peu plus variable dans l'ouest, quelques ondées localement orageuses. On va déjà d'ailleurs surveiller des orages parfois forts sur le relief des Pyrénées. Ça restera très ensoleillé, vous le voyez cet après-midi dans l'est, avec toutefois une tendance orageuse pour les Alpes du Sud et pour la montagne corse. Les températures donc toujours chaudes pour cet après-midi, de 23 degrés à Biarritz, 23 à La Rochelle, 29 à Paris et encore 35 à Perpignan et à Montélimar. Alors pour demain, déjà, donc ces orages parfois donc forts attendus demain matin dans le sud-ouest avec localement de fortes pluies, de la grêle, de fortes rafales de vent. En tout cas, donc un ciel assez nuageux dans les régions de l'ouest, un ciel parfois voilé. Ça restera plus lumineux dans les régions de l'Est et du Nord-Est. Et puis les orages vont se décaler dans l'après-midi à la fois vers le centre-est, vers le sud-est, avec là aussi de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies en peu de temps. Donc une vigilance orange est possible pour ces orages pour la journée de demain. Et puis vous le voyez également, des pluies parfois orageuses et parfois soutenues attendues entre la Bretagne et le Cotentin. Ça restera à nouveau plus ensoleillé près des frontières du Nord-Est. Les températures demain matin de 12 degrés à Reims, 18 à Nantes, 18 à Bordeaux. Ça restera chaud dans le Sud-Est, 24 à Marseille, 25 à Nice. Et puis en revanche, dans l'après-midi, les températures vont chuter avec ces orages. 23 à Biarritz, 22 à Aurillac, 22 à Brest, 24 à Paris. Mais encore 30 à Strasbourg, 31 à Marseille et jusqu'à 32 à Dijon. Très bel après-midi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Il est 14h30, bienvenue dans l'après-midi info. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec cette actualité à la une. Cette explosion mortelle dans un immeuble d'habitation de Vénissieux près de Lyon. Un homme d'environ 70 ans est mort cette nuit. L'explosion d'une bonbonne de gaz est envisagée à ce stade. Les dégâts sont importants et 150 habitants ont dû être évacués. Certains ont pu regagner leur logement, mais le dispositif de sécurité reste important sur place. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux. Damien Chartron sur place. L'actualité, c'est également ce témoignage exclusif pour RMC et BFM TV, celui de parents dont les bébés ont peut-être été abusés à la maternité de Montreuil. Une infirmière et son amant sont soupçonnés d'avoir infligé des sévices sexuels sur des nourrissons avant de diffuser les vidéos sur le net. Les deux ont été mis en examen, mais laissés libres sous contrôle judiciaire. Les parents des enfants sont en colère, vous les entendrez. J'espère que notre force conjointe avec l'Amérique, avec nos amis européens, contraindra la Russie à une vraie paix. L'espoir du président Zelensky à quelques heures de sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président ukrainien qui compte bien déjouer l'alliance nouée en Alaska entre Vladimir Poutine et son homologue américain vendredi. Pour Zelensky, hors de question de céder des territoires et l'Europe exige des garanties de sécurité. L'Europe et le président ukrainien qui se rencontreront avant cette réunion avec le président américain cet après-midi sur le sol américain. Mais tout d'abord, on commence avec cette actualité, cette explosion qui a fait un mort dans un appartement à Vénissieux. Nous sommes dans le Rhône, près de Lyon. Damien Charton, vous êtes notre envoyé spécial devant cet immeuble de 7 étages qui est concerné, dans le quartier des Minguettes. On imagine que les habitants ont été très choqués par cette explosion en pleine nuit. Plus d'une centaine ont dû être évacués, Damien. Oui, exactement. Ça a été une nuit d'effroi pour ces habitants de ce grand immeuble. Donc, on est à Vénissieux, à 3h30. Une explosion, vous le voyez, qui a complètement soufflé cet appartement du 4e étage. Une explosion due au gaz. Beaucoup de pompiers sont encore sur place. Mais vous imaginez l'incendie qui a noirci, vous le voyez, la façade jusqu'au 7e étage. Il y a eu énormément d'habitants qui ont cru que c'était chez eux. Ils nous ont dit qu'il y a eu des flammes partout. On nous a raconté vraiment des situations catastrophiques.
Le bilan est lourd, il y a eu un mort et 18 personnes blessées, dont 9 incommodées par les fumées. Une des voisines qui habite juste l'immeuble derrière a été une des premières à appeler les secours à 3h35. Écoutez-la au micro de Mathias Arès. C'était un bruit c'était un grand boom, mais vraiment fort, quoi. Fort. Je me suis dit, mais au début, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est pas le tonnerre, c'est quoi? Je me suis sortie sur le balcon. Et là, j'ai vu tout de suite le feu, ça brûlait déjà, ça brûlait. Et j'entendais les gens qui criaient au secours, au secours, au secours, au secours. Voilà, quoi. C'était impressionnant, très impressionnant. Damien, on sait que le dispositif de secours qui a été mis en place ce matin était conséquent, environ 90 sapeurs-pompiers. Est-ce qu'il y a toujours le même nombre de secouristes sur place ? Alors il y en a un petit peu moins parce que maintenant c'est plus le côté comment faire un état des lieux de cet immeuble. Est-ce que la structure est touchée? On a vu la police scientifique qui est passée tout à l'heure pour regarder un petit peu quelle était, pour faire avancer l'enquête également, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait que cet homme de 70 ans vivait seul dans cet appartement. Ça peut être une explosion de gaz, c'est sûr. Gaz de ville, bonbonne, on ne le sait pas. Le préfet délégué à la sécurité a donné quelques pistes, mais en tout cas pour l'instant il y a une enquête qui a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette terrible explosion à Vénissieux aujourd'hui, ce matin à 3h30. Merci beaucoup Damien Charton en direct de Vénissieux avec Mathias Arès. On en parle également avec notre journaliste police-justice Boris Karlamov. Bonjour Boris. Bonjour. L'explosion elle a eu lieu la nuit dernière, on le disait, elle serait due à une explosion de gaz. Est-ce qu'on en sait davantage ? Alors selon les toutes premières constatations, c'est donc la piste d'une fuite de gaz qui est privilégiée. Le préfet délégué à la sécurité et à la défense tout à l'heure s'est rendu sur place et il a notamment expliqué qu'il y avait également la piste du suicide de cet homme âgé donc de 70 ans. Tous ces éléments ils vont être vérifiés, corroborés par l'enquête qui est toujours en cours, parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Lyon, notamment en recherche des causes de la mort donc de ce sexagénaire. 18 personnes par ailleurs ont été placées en urgence relative, incommodées par les fumées. 9 personnes transportées pour des vérifications et au total 150 personnes ont dû être évacuées. Toutes ces personnes vont pouvoir regagner leur logement au fil des heures. Boris, le bilan humain, donc vous l'avez dit, fait état de 1 mort, mais aussi de plusieurs blessés. Il n'y a pas de gravité particulière? Non, pas de gravité particulière pour ces cas? Non, pas vraiment. Ce sont des personnes qui ont inhalé malheureusement des fumées suite donc à cette explosion. Elles ont été transportées à l'hôpital, notamment pour faire des vérifications bien plus approfondies, pour vraiment s'assurer qu'elles sont en bonne santé. Donc toutes ces personnes vont pouvoir quitter l'hôpital d'ici à demain matin, mais on reste quand même sur un bilan plutôt lourd, puisque 18 personnes sont en urgence relative, incommodées par ces fumées. Il y a eu un très important dispositif, 90 sapeurs-pompiers mobilisés donc au cœur de la nuit sur ce sinistre, avec des opérations de vérification ce matin, notamment pour s'assurer qu'il n'y avait pas de risque d'effondrement. Il y a eu des études sur la stabilité de ce bâtiment. Les vérifications sont favorables. Les autorités ont donné leur feu vert pour que toutes ces personnes puissent regagner leur logement dans l'après-midi et ce soir jusqu'à demain matin. Merci beaucoup Boris pour ces informations. 14h36 maintenant, on en vient à ce document BFM RMC. 2 semaines après la mise en examen d'une infirmière de l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis, accusée d'agression sexuelle sur des bébés prématurés, des familles de certains nourrissons nous ont livré leurs témoignages. Effectivement, ce sont des récits qui font suite à la récente décision de la justice de maintenir l'infirmière et son compagnon en liberté, mais sous contrôle judiciaire. Les parents sont plongés dans une vraie colère et une forme d'incompréhension. On les écoute au micro de Pierre Bazin et d'Eliott Francom. Julia navigue sur les réseaux sociaux lorsqu'elle découvre pour la première fois les vidéos d'agressions sexuelles sur des nourrissons. Elle se remet à peine d'un accouchement difficile lorsque l'effroi la saisit. J'étais à l'endroit où on était, pendant la période où on était. Et là, je vous cache pas qu'on tremble, on pleure, on serre son bébé dans ses bras et on se dit c'est pas possible. Rapidement, la culpabilité s'ajoute à l'incompréhension chez la jeune maman. Pendant les moments où on n'était pas là, ça se trouve, quand mon enfant il a appelé à l'aide, c'est elle qui est venue. Depuis quand elle réalise des fantasmes, les siens ou ceux des autres, qu'elle les filme ou pas d'ailleurs, et jusqu'à quand elle a fait ça? Des questions que se posent également Yacine et Sabrina. Leur enfant était aussi dans le service de néonatologie, et tous les soirs, la mère de famille revoit son fils dans les bras de l'infirmière. Elle était douce, elle était super gentille. C'est le monde qui s'est effondré parce que on s'est... Ouais, ça va.
C'est des enfants qui ne peuvent pas respirer tout seuls. On est obligé d'enfoncer des tuyaux dans leur gorge pour qu'ils puissent respirer. Leurs cris, on ne les entend pas. Les cordes vocales sont bloquées. Et se dire à un moment qu'une personne s'est permise de violer l'innocence de ces enfants-là, pour moi, c'était impossible. J'espère juste que justice soit faite pour ces bébés. La priorité pour les parents, c'est de savoir si leurs enfants figurent parmi les victimes, eux qui n'ont toujours pas compris que les 2 suspects soient laissés libres sous contrôle judiciaire. L'actualité cet après-midi, c'est également le risque de feux de forêt qui reste élevé ce lundi dans 9 départements de l'Hexagone, à l'ouest, dans les Deux-Sèvres, mais surtout sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône. Parmi eux, il y a l'Aude, sévèrement frappée, vous vous en souvenez, il y a 3 semaines par l'incendie du siècle qui avait parcouru plus de 16 000 hectares de végétation, attisé par de fortes chaleurs, d'importantes rafales de vent. Eh bien, le feu a été maîtrisé, on le sait, grâce au travail sans relâche des pompiers avec de lourds moyens matériels. Mais cet incendie n'est toujours pas éteint. On voit ces images de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie qui a été fortement touché. Et donc des pompiers qui sont toujours mobilisés sur place. Et des incendies qui font rage également dans plusieurs pays européens, notamment au sud, l'Espagne et le Portugal, violemment touchés. Au Portugal, un pompier a perdu la vie en service, portant à 2 le bilan de ces feux qui frappent le nord et le centre du pays. 2 victimes avec quelques 2000 sapeurs-pompiers encore mobilisés aujourd'hui. Et le bilan est encore plus dramatique en Espagne. Oui, justement, on va retrouver Mathieu de Taillac, notre correspondant à Madrid, avec ces plus de 70 000 hectares qui ont brûlé ces derniers jours en Espagne et qui ont coûté la vie à désormais 4 personnes, dont un pompier. C'est la dernière victime ce lundi. Oui, effectivement, c'est un pompier qui est mort au volant de son camion quand ce dernier s'est renversé alors qu'il était en route pour rejoindre les incendies qu'il allait combattre. Un de ses collègues a été blessé dans le même accident. C'était dans la province de Léon, l'une des zones les plus touchées par les feux, avec les provinces voisines de Zamora et d'Ourense au nord-ouest de l'Espagne, et puis dans la région d'Estrémadure à l'ouest. Un sentiment d'impuissance domine le pays. Le gouvernement espagnol reconnaît pour la première fois que les incendies ne pourraient pas être éteints tant que la vague de chaleur ne retombera pas. Une canicule qui dure maintenant depuis plus de 2 semaines en Espagne. La chaleur ne redescend même pas la nuit ou si peu, et c'est cela qui est différent cette année et qui complique énormément le travail des pompiers. L'Espagne espère que les températures commencent enfin à redescendre un peu à partir de demain. Et le gouvernement fait le lien entre non pas les feux en eux-mêmes, il y en a tous les étés en Espagne, mais en tout cas l'ampleur de chaque incendie et la quantité globale d'hectares brûlés, ce lien avec le changement climatique. Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé la préparation d'un grand pacte national face aux effets du changement climatique. Il a expliqué que ces derniers n'étaient pas une abstraction, que la vague si intense d'incendies y est directement liée, de même que les terribles inondations de Valence en octobre dernier. Merci Mathieu de Taillac pour toutes ces précisions. On en vient maintenant, Fanny, à l'événement évidemment de cette journée. C'est ce sommet exceptionnel, cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à partir de 19h. Large page consacrée dès 17h sur notre antenne, puisque c'est l'événement de la journée. Les Européens également, les alliés, la coalition des volontaires seront également reçus par le président américain. Et nous en parlons avec nos invités en plateau. Et avant cela, on va aller sur le terrain. Oui, on va retrouver Cyril Amonski, qui est notre correspondant BFM TV en Ukraine. Après ce qu'a écrit sur son réseau social le président américain, en substance, il dit qu'il n'est pas question pour l'Ukraine de récupérer la Crimée ni d'entrer dans l'OTAN. Comment est-ce que en Ukraine, 6 mois après cet épisode humiliant dont tout le monde se souvient dans le bureau ovale, comment est-ce qu'on appréhende cette rencontre de ce soir ? Eh bien écoutez, ça laisse un goût amer, et non seulement ça laisse un goût amer, ça en fait confirme tous les scepticismes des Ukrainiens qui justement n'attendent pas grand-chose de cette rencontre, qui ont beaucoup plus de crainte que d'espoir pour cette rencontre. Alors c'est vrai que les Ukrainiens sont contents globalement parlant du fait que les dirigeants européens partent également avec Zelensky à cet entretien, à cette rencontre à Washington, parce qu'ils estiment que dans ce cas-là, la position de l'Ukraine pourrait être renforcée, elle pourrait être commune avec l'Europe sur des questions qui concernent peut-être les sanctions, qui concernent le cessez-le-feu, qui concernent les garanties de sécurité. Mais vous l'avez mentionné, les messages de Donald Trump n'inspirent absolument pas confiance. Il parle de céder la Crimée
en tout cas d'accepter plutôt même l'annexion de la Crimée, puisque la Crimée est occupée depuis 2014 en entier. Il parle de céder le Donbass et ce sont des lignes rouges absolues pour l'Ukraine. Les Ukrainiens qui ne comprennent pas pourquoi ce serait à l'Ukraine de faire des concessions alors que c'est l'État qui est agressé et non pas l'agresseur. Donc ils espèrent que lors de cette rencontre, le président ukrainien, avec les partenaires occidentaux, va pouvoir changer l'opinion du président américain et va pouvoir clarifier de quelle garantie de sécurité s'agit-il lorsque Trump en parle au cours de ces 2 derniers jours. Cyril, pendant ce temps, la guerre continue et les villes ukrainiennes sont toujours attaquées avec des morts civils cette nuit. Oui, tout à fait. Il y a eu des frappes dans plusieurs villes en Ukraine, notamment la ville de Sumy, mais surtout dans la ville de Kharkiv, où il y a eu 5 personnes qui ont été tuées à ce stade. Il y a encore d'autres personnes qui sont recherchées sous les débris, 15 autres blessés, et parmi les morts, on compte 2 enfants. Un des enfants avait moins d'1 an. Il y a également la ville d'Odessa, par exemple, qui a été touchée par des attaques, et notamment des entreprises azerbaïdjanaises étaient sous le coup du feu. Et ça a provoqué la réaction d'ailleurs de l'Azerbaïdjan à ce sujet, puisque c'est la 2e fois que cela arrive au cours des derniers jours. Et enfin, il y a 3-4 heures, il y a également la ville de Zaporizhia qui a été touchée. Donc ici, la guerre, elle continue. Il n'y a aucune perspective pour l'instant d'un cessez-le-feu, puisque de toute façon, le président américain ni le président russe ne veulent de cela. Et ici, les Ukrainiens ont très peu d'espoir que justement la rencontre d'aujourd'hui va déboucher sur quelque chose de rapide, sur quelque chose qui aurait un impact directement sur le front, mais aussi sur la situation des civils qui donc subissent ces attaques régulièrement. Merci beaucoup Cyril Amourski en direct de Kiev pour BFM TV. On en parle avec nos invités cet après-midi. Nous sommes toujours avec Michel Fayad, analyste géopolitique, avec Oksana Melnichuk, politologue ukrainienne et directrice de l'association Unis pour l'Ukraine, et également à distance avec Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, auteur de Donald Trump, Retour vers le futur. J'aimerais commencer avec vous, Sébastien Boussois, justement, puisqu'on parle du président Trump et de cette mise en garde. Il continue évidemment d'envoyer ses petits messages sur son réseau social préféré et d'avertir que les conditions restent les mêmes que celles négociées visiblement vendredi avec le président américain, à savoir pas de cession, des cessions de territoire à consentir du côté de l'Ukraine et surtout pas d'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Il reste sur cette ligne rouge qui a été définie. Oui, évidemment, et je crains bien que du coup cette réunion, et notamment celle des dirigeants européens, nous conduise dans l'impasse. Finalement, cette volonté de l'Europe d'essayer de peser aux côtés de Volodymyr Zelensky est extrêmement compréhensible, mais j'ai quand même le sentiment que c'est un cache-sexe, un morceau de textile pour faire croire que l'Europe peut vraiment peser. Or, c'est ça toute la difficulté aujourd'hui dans cette négociation, c'est qu'elle se fait essentiellement entre grands et entre puissants et puissance. Et c'est essentiellement, pour le coup, l'Amérique de Donald Trump et Vladimir Poutine qui mène la danse. La question évidemment est de savoir si l'Ukraine veut continuer dans cette voie, c'est-à-dire dans une guerre dont on ne voit pas l'issue, ou si elle serait prête, et on voit bien que c'est pour l'instant, vous l'avez dit, une ligne rouge complète, prête à abandonner 20% de son territoire en espérant que ça s'arrête là. Mais évidemment, toute la question est évidemment claire et nette. En tout cas, Donald Trump veut rapidement finir le conflit, quelles qu'en soient les conditions. Et les conditions, elles sont effectivement plutôt favorables à la Russie. Mais combien de temps pouvons-nous tenir? Combien de temps les Ukrainiens, qui sont aussi évidemment épuisés de cette situation et de 3 ans et demi de combats acharnés et extrêmement courageux, pourront-ils tenir? Les Européens ne pèsent pas, pour moi en tout cas, tant que ça, et pas suffisamment face au rapport de force actuel. Alexis Cuvillier nous a également rejoint en plateau, chef adjoint du service politique de BFM TV. Alexis, hier, le président Macron, à Bormes-les-Mimosas, a eu des mots assez durs à l'encontre de Vladimir Poutine. C'est lui l'agresseur. Selon Emmanuel Macron, il ne veut pas la paix, il veut la reddition, capitulation de l'Ukraine. Il arrive dans quel état d'esprit, là, le président français sur le sol américain? Emmanuel Macron, il a pris la parole à 2 reprises hier, et non sans une certaine gravité, en effet, qui tranche quelque peu avec l'optimisme tout de même mesuré, mais qui transparaissait néanmoins de sa précédente expression en milieu de semaine dernière. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix, a dit le chef de l'État. Si vous voulez mon intime conviction,
Non, il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé, a dit Emmanuel Macron. Voilà pour l'analyse présidentielle du sommet en Alaska. Les demandes de la diplomatie française et donc d'Emmanuel Macron tout à l'heure, elles sont assez cohérentes avec celles des principaux partenaires européens. Il faut pleinement associer l'Ukraine, dit la France, dit l'Europe, sur la question des territoires, des éventuelles négociations territoriales qui pourraient avoir lieu avec Moscou. Et il faut aussi penser aux garanties de sécurité qui seront proposées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord. C'est un point très important, peut-être un peu nouveau, des discussions de ce jour, selon Emmanuel Macron, qui souhaite revenir en France probablement la nuit prochaine, dans la foulée de ce sommet avec les Européens, avec Donald Trump. Il souhaite revenir en France, le président de la République, avec des précisions sur le niveau d'engagement concret qu'envisagent les Américains dans le cadre de ces fameuses garanties de sécurité, dans cette nouvelle configuration qui reste à ce stade tout de même très hypothétique. Merci Alexis. On comprend donc évidemment que le président Trump reste aligné avec ce qu'il s'est dit avec le président Poutine vendredi en Alaska. Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant à Moscou. Toujours pas de réaction de Vladimir Poutine lui-même, mais on imagine dans la satisfaction au Kremlin d'entendre ces propos de la part du président américain. Mais disons que Vladimir Poutine est en position d'attente. Il a fait part de ses conditions à Donald Trump. Alors, se sont-ils mis d'accord? C'est ce qui semble être le cas. Et pour l'instant, eh bien, il sait, lui, concrètement, ce dont il a parlé avec Donald Trump, les éventuels accords auxquels ils sont parvenus, les idées qu'ils ont décidé de défendre, les fronts qu'ils ont décidé sur lesquels ils ont décidé de s'accorder. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse de la part de Volodymyr Zelensky et de ses alliés européens aux propositions sur la table, eh bien Vladimir Poutine n'a pas intérêt à parler. Il va qu'à ses occupations comme d'habitude, en rencontrant des ministres, en passant des coups de téléphone. Et pour lui, il s'agit d'une journée normale, en attendant justement eh bien, que l'Ukraine et ses alliés se déterminent par rapport à ce qui a été discuté à Anchorage avec Donald Trump. Pardon. Michel Fayad, tout à l'heure, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il ne fallait pas récompenser la Russie et Vladimir Poutine. Renoncer à l'OTAN, renoncer à la Crimée, ça serait une récompense pour le maître du Kremlin? En tout cas, ce sont des revendications russes. Donc, effectivement, si jamais c'était sur la table et qu'ils étaient cédés par l'Ukraine comme point réclamé par la Russie, évidemment, ça sera vécu comme une victoire pour la Russie sur ces points et une défaite de l'Ukraine sur ces points. Mais en réalité, c'est ça tout l'enjeu. Toute paix aujourd'hui, tout cessez-le-feu aujourd'hui va être à l'avantage de la Russie. Je parle du jour d'aujourd'hui. Parce que le pays qui a pris 20% de l'autre, c'est la Russie. Donc c'est la Russie qui va forcément, qui est aujourd'hui en position de force. Et donc tout accord va être en la faveur de la Russie et va être vécu par l'Ukraine comme une sorte de capitulation. Donc la vraie question qui se pose, c'est jusqu'où les Américains et les Européens sont prêts à aller dans l'aide à l'Ukraine. Est-ce que les États-Unis et l'Europe vont mettre tout leur poids, à la fois financier, économique et militaire, pour permettre une victoire de l'Ukraine ou non? Parce que si la réponse est oui, alors il vaut mieux même pas discuter de paix ou de cessez-le-feu, il vaut mieux aller à fond dans la guerre et que l'Ukraine l'emporte. Parce que si l'Ukraine a l'appui réel des Américains et des Européens, je parle en termes d'envoi de troupes, etc., là, l'Ukraine peut l'emporter. Mais si jamais les États-Unis et l'Europe ne sont pas prêts à aller jusque-là, il faut arrêter de raconter n'importe quoi et de faire miroiter des choses qui n'existent pas. Il faut alors s'asseoir à la table des négociations et vraiment négocier quelque chose. Il y a vraiment un choix déterminant à faire. Est-ce qu'on veut la guerre et vraiment l'emporter ? Ou est-ce qu'on considère effectivement qu'on ne peut pas l'emporter parce qu'on ne veut pas faire la guerre aux côtés des Ukrainiens, je dirais aller vraiment jusqu'au bout, et dans ce cas-là, accepter d'être autour de la table avec Vladimir Poutine et de faire des concessions qui seront vécues par les Ukrainiens comme une sorte de capitulation. Oksana Melnichuk, il faut donc retourner visiblement à la table des négociations. Qu'est-ce que l'Ukraine peut mettre sur la table pour pouvoir sortir de ce conflit? On imagine que de toute façon, ce sera sur le long terme, que ça ne peut passer que par un cessez-le-feu. Déjà, je voudrais dire que vous venez d'écouter le discours absolument pro-russe. C'est exactement la position et le narratif russe que Poutine cherchait à imposer à tout le monde avec toute cette guerre d'information qu'il mène aujourd'hui contre l'Europe et contre l'Ukraine. La Russie est dans la position de force, c'est la désinformation
totale. Parce que le pays qui ne peut pas prendre le petit Ukraine qui a 10 fois moins grand que son territoire pendant 3 ans et demi, c'est ça la position de force? Ça a été reconnu que sur les derniers mois, la Russie grignotait du terrain. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. À la fois par les Russes, mais également par les alliés et les pro-ukrainiens et même l'ONU. La Russie avance petit à petit. Je vous conseille de s'adresser au service de renseignement de votre pays pour obtenir l'information fiable sur la situation de la front. Et ce sera exactement le sujet de discussion aujourd'hui des alliés avec Trump. Parce que Poutine, il a mis dans la tête de Trump, et à son tour, ce sont les généraux russes qui ont mis dans la tête de Poutine que l'armée ukrainienne va s'écrouler au bout de 3 et 4 mois. Et ça, c'est une désinformation totale, absolument caractéristique pour Poutine. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, ça veut dire que l'armée ukrainienne est encore en mesure de poursuivre la guerre et que ce serait son avantage, par exemple, aujourd'hui, de négocier plutôt une poursuite de la guerre, peut-être avec un cessez-le-feu d'abord, mais une poursuite de la guerre plutôt que de capituler. Exactement. Regardez, l'Ukraine a réussi à exterminer le flot de la mer Noire. C'est quand même une victoire, n'est-ce pas? L'Ukraine a réussi déjà à neutraliser 30% de raffineries pétrolières. Est-ce que la population en Ukraine est du même, ressent ça également aussi fort que mais bien sûr, parce que nous sommes sur place. Vous savez, j'ai plein de monde sur le front. Bien sûr, nous sommes épuisés. Bien sûr, nous voulons la paix plus que les autres parce que nous ne pouvons plus supporter cette frappe, ces bombardements quotidiens, on ne dort pas, etc., etc. Mais dire que les Russes sont plus forts, ils ont une position de force, ils sont dans la position de force par son arrogance, par la faiblesse des Européennes qui sont prêtes à écouter, comme on dit chez nous, les spaghettis sur ses oreilles. Ce qui se passe sur le front aujourd'hui, les Russes, ils s'avancent de 5 à 10 personnes, ils percent vers 10 km, c'est facile quand vous êtes 5 à 10. Ils mettent le drapeau, ils font le photo, et après, ils mettent dans les réseaux sociaux et dans les médias. Et tout le monde dit... Le percée spectaculaire de la Russie. Cette percée spectaculaire dure 5 minutes et après, ça s'appelle les groupes d'infiltration. Ces groupes d'infiltration sont neutralisés par l'armée ukrainienne. Au bout d'une journée, l'armée ukrainienne tient le front pendant 3 ans et demi. C'est ça la force de la Russie. C'est la force de l'Ukraine de tenir le front. Merci. On va juste laisser Michel Fayad vous répondre parce que vous l'avez quand même soumis à un certain point de vue. Rapidement, Michel Fayad, parce qu'on va avoir la publicité dans quelques minutes, on continuera. Ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas du tout de la propagande russe. Ce que je suis en train de dire, c'est uniquement basé sur ce qu'Emmanuel Macron lui-même a dit, comme quoi l'Ukraine a perdu 20% de son territoire sous contrôle russe. Donc je ne fais rien d'autre que d'utiliser ce que Emmanuel Macron a dit. C'est tout. Voilà, on remet les choses au clair. On remet les choses au clair et c'est très bien comme ça. Votre président n'a jamais dit que l'Ukraine doit céder quelque chose. On doit juste faire une courte pause, on aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup, Oksana. Merci également, Michel Fayad. Évidemment. Vous restez avec nous, puisque dans un instant, on revient sur cet événement majeur, cette journée, qui n'en finit pas de faire réagir, évidemment, autour de notre plateau. Et à 17h, édition spéciale autour d'Alain Marchal, avec les correspondants sur le terrain et également de nombreux experts en plateau. A tout de suite, ne bougez pas. La météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver. La canicule se maintient près de la Méditerranée avec des températures qui vont une nouvelle fois dépasser les 35 degrés cet après-midi. Ça sera sans doute le cas ici dans le département de l'Hérault, Montpellier, sous un grand soleil. La bonne nouvelle, c'est que cette canicule perd de plus en plus de terrain et la vigilance orange canicule, donc qui concerne 7 départements pour aujourd'hui, eh bien cette vigilance orange canicule sera levée demain parce qu'une goutte froide se rapproche de la France, de l'air froid en altitude. De l'air chaud dans les basses couches, ça promet ça des orages localement forts. Il faudra les surveiller à partir de demain. Alors pour cet après-midi, déjà un ciel un peu plus variable dans l'ouest, quelques ondées localement orageuses. On va déjà d'ailleurs surveiller des orages parfois forts sur le relief des Pyrénées. Ça restera très ensoleillé, vous le voyez cet après-midi dans l'est, avec toutefois une tendance orageuse pour les Alpes du Sud et pour la montagne corse. Les températures donc toujours chaudes pour cet après-midi, de 23 degrés à Biarritz, 23 à La Rochelle, 29 à Paris et encore 35 à Perpignan et à Montélimar. Alors pour demain,
Déjà, donc ces orages, parfois donc forts attendus demain matin dans le sud-ouest, avec localement de fortes pluies, de la grêle, de fortes rafales de vent. En tout cas, donc un ciel assez nuageux dans les régions de l'ouest, un ciel parfois voilé. Ça restera plus lumineux dans les régions de l'Est et du Nord-Est. Et puis les orages vont se décaler dans l'après-midi à la fois vers le centre-Est, vers le Sud-Est, avec là aussi de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies en peu de temps. Donc une vigilance orange est possible pour ces orages pour la journée de demain. Et puis vous le voyez également, des pluies parfois orageuses et parfois soutenues attendues entre la Bretagne et le Cotentin. Ça restera à nouveau plus ensoleillé près des frontières du Nord-Est. Les températures demain matin de 12 degrés à Reims, 18 à Nantes, 18 à Bordeaux. Ça restera chaud dans le Sud-Est, 24 à Marseille, 25 à Nice. Et puis en revanche, dans l'après-midi, les températures vont chuter avec ces orages. 23 à Biarritz, 22 à Aurillac, 22 à Brest, 24 à Paris, mais encore 30 à Strasbourg, 31 à Marseille et jusqu'à 32 à Dijon. Très bel après-midi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Depuis 10 ans, le confort d'Emma fait beaucoup de bruit. Car avec les matelas Emma, c'est 10 ans de confort garanti. Un matelas qui vous enveloppe de fraîcheur et vous soutient là où vous en avez le plus besoin. Profitez des promos de l'été avec jusqu'à moins 50% sur emma.fr. Fini les longs trajets juste pour trouver la bonne voiture d'occasion. Grâce à Autohero, acheter une voiture est enfin facile. Trouvez et achetez votre voiture d'occasion où et quand vous voulez. Livraison près de chez vous ou bien directement à domicile. L'achat de voiture qui fait vraiment plaisir. Trouvez vite la voiture de vos rêves sur autohero.com. Pour être franc, je suis totalement désorienté. Rendons-nous à l'évidence, Edouard, il n'y a que 5 modèles en 55 pouces. Quelle étrangeté. En même temps, ils sont tous très bien notés et ça évite de s'enquiquiner. Bérangère. Où est-elle? Vous prenez racine, Edouard. Chez Electrodépôt, si nos sélections de produits sont réduites, c'est pour vous garantir la qualité à prix bas. C'est une dinguerie, Edouard. Enfin, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai 3 opérateurs différents, des dizaines de factures, je m'en sors plus. Avec Big, la dernière innovation de Bouygues Télécom, plus vous prenez de forfaits, moins les forfaits sont chers. Ça veut dire qu'ils sont dépressifs? Dégressif. Dégressif, oui, mais c'est vraiment à la lettre près, vous. Hein. Donc, plus on est, moins c'est cher. Exactement ce que je viens de dire, du coup, oui. Ah, c'est génial, ça, c'est super. Mathéo, appelle tes cousins, même ceux que j'aime pas, appelle-les. Avec Big, le pack B-Box plus forfait, c'est jusqu'à 440 € d'économie par an pour toute la famille. Bouygues Télécom. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Saisissez simplement les détails de votre voiture et obtenez le prix de vente. Obtenez le meilleur prix sur vendezvotrevoiture.fr. Il est 15h sur BFM TV à la suite de cette édition spéciale consacrée à cette rencontre de cette soirée, celle entre le président Trump et le président Zelensky, accompagné d'une délégation de dirigeants européens, mais aussi de la présidente de la Commission européenne ou encore du chef de l'OTAN. Rencontre d'abord avec Volodymyr Zelensky en one-to-one avec le président américain à 19h15 heure française et un peu plus tard à 21h heure française avec le reste de l'équipe européenne qui se joint au président ukrainien. Ce sera à suivre sur notre édition, mais tout de suite les titres. Évidemment, Volodymyr Zelensky qui est reçu ce soir par Donald Trump, vous l'avez dit Fanny, à Washington pour accepter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président américain prévient que la Crimée doit rester russe et que l'Ukraine doit renoncer à son adhésion à l'OTAN. Zelensky et ses alliés européens peuvent-ils accepter un tel deal favorable à la Russie? Nous en parlons avec nos experts en plateau, mais également avec nos correspondants sur place. Antoine Hollard à Washington, Cyril Amourski qui nous attend du côté de Kiev. Dans l'actualité également, cet homme qui est mort dans l'explosion de son appartement cette nuit. Les faits sont produits dans un immeuble de la commune de Vénissieux, près de Lyon. Ce serait une bonbonne de gaz qui pourrait être à l'origine de l'explosion. 150 personnes ont dû être évacuées par précaution. Nous serons sur place dans un instant. Et puis l'incendie de l'Aude dans le massif des Corbières qui n'est toujours pas éteint. 13 jours après le début de ce sinistre qui a parcouru 16 000 hectares de végétation, des pompiers restent encore mobilisés. Les températures très chaudes favorisent les reprises. Nous serons sur place tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux sur le terrain.
Donald Trump met la pression sur les épaules de Volodymyr Zelensky à quelques heures maintenant d'une rencontre avec le président ukrainien à la Maison-Blanche pour mettre fin à la guerre en Russie. L'Américain a posé 2 conditions qui font réellement le jeu du Kremlin. Première condition, l'Ukraine doit laisser la Crimée aux Russes. Deuxième condition, elle doit renoncer à son adhésion à l'OTAN. Antoine Lard, on vous retrouve à Washington pour BFM TV, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. C'est donc un sommet historique qu'on attend encore, deuxième partie de sommet historique. Et ça s'annonce surtout très tendu ce soir à la Maison-Blanche. Oui, effectivement, parce que vous l'avez dit, Donald Trump a mis une pression terrible sur Volodymyr Zelensky avec ce message posté cette nuit sur son réseau social. Trump dit que Zelensky peut décider d'arrêter immédiatement la guerre ou choisir de continuer à combattre. C'est une déclaration assez incroyable, une sorte d'inversion des rôles qui fait passer Zelensky pour l'agresseur, comme si la Russie n'était pas responsable de la guerre. En fait, on comprend qu'il y a un plan de paix qui est sur la table, un plan de paix suggéré par la Russie et manifestement soutenu par Donald Trump. Trump qui fixe 2 conditions pour la paix. D'abord, la Crimée. Trump dit que l'Ukraine doit renoncer définitivement à la Crimée. Et puis, la deuxième condition, c'est l'OTAN. Trump dit qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion de Kiev à l'OTAN. En fait, depuis que Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine la semaine dernière en Alaska, on voit qu'il est totalement aligné sur les positions russes. Il reprend même les éléments de la propagande russe, selon lesquels, pour régler le conflit, il faut s'attaquer à ce que le Kremlin appelle les causes profondes de la guerre, à savoir la question des territoires à l'est de l'Ukraine et la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc aujourd'hui, Volodymyr Zelensky va devoir faire preuve de beaucoup de doigté pour faire entendre sa voix auprès de Donald Trump. Il va arriver tout à l'heure ici même derrière moi, dans le bureau ovale. On guettera notamment comment est-ce qu'il est habillé, parce que la dernière fois qu'il est venu ici, vous vous souvenez que Zelensky, ça s'était très mal passé. Il avait été humilié publiquement par Donald Trump. Et ce qui avait mis le feu aux poudres, notamment, c'était la question de sa tenue vestimentaire, jugée pas assez formelle pour être reçue à la Maison-Blanche. Donc on verra s'il a sa tenue militaire ou une veste. Il devra faire preuve en tout cas de beaucoup de doigté pour faire entendre sa voix sans braquer Donald Trump. Merci Antoine Lard en direct de Washington pour BFM TV. Nous sommes toujours avec Michel Fayad, analyste géopolitique. Pour revenir déjà sur cette rencontre de ce soir, il y a la forme, on l'a entendu avec Antoine Lard. Évidemment, on veut laver l'affront du 28 février. Peut-être que Volodymyr Zelensky sera habillé différemment. Mais en tout cas, c'est surtout dans l'approche, dans le fond, que ça va être aussi différent. Parce que là, il ne se présente plus seul. Il vient avec des dirigeants européens, avec l'OTAN, avec la Commission européenne derrière lui. Est-ce que ça peut changer malgré tout quelque chose qui a l'air d'être déjà un peu joué en coulisses? Disons que ce qui peut jouer, c'est peut-être que l'Europe participe justement aux garanties sécuritaires qui vont être offertes à l'Ukraine. Et là, c'est important que l'Europe justement se prononce et essaye vraiment de jouer son rôle à fond. Notamment, par exemple, peut-être en faisant en sorte qu'elle soit elle-même signataire d'un possible accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, et qu'il y ait également les États-Unis qui soient signataires, c'est-à-dire qu'il y a un engagement réel de la part des Américains et des Européens par le fait même qu'ils signent un accord de paix avec la Russie et l'Ukraine. Donc, ça permettrait peut-être d'assurer à l'Ukraine quelque chose de vraiment solide pour vraiment offrir toutes les garanties. Mais un accord de paix, c'est définitif. Ça veut dire que derrière ça, il va falloir céder des terrains, qu'on ne revient plus, les conditions sont arrêtées. C'est pas vraiment ce qu'espère l'Ukraine. Elle souhaite plutôt gagner du temps, avoir un cessez-le-feu pour pouvoir éviter de lâcher du terrain. Mais c'est ça, en fait, c'est un peu le problème dans les propos d'Emmanuel Macron hier, quand il disait « je veux une paix, je veux pas la capitulation ». Sauf qu'une paix aujourd'hui, c'est une paix qui va être de fait une sorte de capitulation, parce qu'il y aura justement ce que vous dites, une cession de territoire. La seule chose qui empêcherait ça serait une entrée en guerre absolue de la part des États-Unis et de l'Europe. Et là, les États-Unis et l'Europe ont les moyens de l'emporter contre la Russie, il est clair. Sauf que ça fait 3 ans et demi que les États-Unis et l'Europe ne vont pas jusque-là. Donc, est-ce que aujourd'hui les Européens sont enclins à le faire, et est-ce que Donald Trump, lui, qui a promis plutôt d'arrêter les guerres, accepterait de rentrer en guerre totale contre la Russie? C'est pas la direction vers laquelle on est en train d'aller. On est plutôt en train d'aller de l'autre côté, qui est vers une sorte d'arrêt de la guerre. Et si on veut arrêter la guerre aujourd'hui, malheureusement pour les Ukrainiens, cela est l'équivalent d'une cession de territoire, que ce soit exactement la ligne de front actuelle, un peu moins, un peu plus.
en fin de compte, ça sera une cession de territoire et donc ça sera vécu par les Ukrainiens comme une sorte de capitulation. Sylvain Kahn, je me tourne vers vous. Vous nous avez rejoint en plateau. Bonjour. Vous êtes professeur au Centre d'histoire de Sciences Po et auteur de L'Atlantisme est mort, vive l'Europe aux éditions de l'Aube, le livre qui sort ce jeudi. Ça tombe bien, c'est de circonstance. On souhaitait faire un petit peu de pédagogie auprès de nos téléspectateurs avec vous parce qu'on parle régulièrement ici de l'OTAN. Globalement, on sait tous ce que c'est. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi sert l'OTAN et surtout pourquoi l'Ukraine est intéressée pour une adhésion à l'OTAN? Qu'est-ce que ça changerait pour ce pays? Alors, bonjour, qu'est-ce que c'est que l'OTAN? L'OTAN, c'est une alliance militaire défensive qui existe depuis 1949, dans laquelle il y a maintenant 31 ou 32 pays, et dont la raison d'être est de faire en sorte que les pays qui en sont membres, donc essentiellement les États-Unis, le Canada et des pays de l'Union, presque tous les pays de l'Union européenne et quelques autres, dont la Turquie, puissent dissuader tout agresseur potentiel. Voilà. D'ailleurs, de facto, l'OTAN n'a jamais été en guerre avec personne depuis qu'elle existe. Contre l'Afghanistan, les talibans. En 2001, ça a été utilisé, l'article 5 a été utilisé pour combattre les talibans. Oui, vous avez raison, c'est vrai que l'article 5 a été invoqué par le président américain de l'époque, mais comme il y a un certain nombre... Mais l'OTAN en tant que telle n'a pas organisé... Enfin, c'est pas le commandement intégré de l'OTAN qui a déployé des forces en Afghanistan. Sauf erreur de ma part, c'est dans le cadre de l'OTAN que le président américain à l'époque a demandé la solidarité de ses alliés, mais les interventions... D'abord, il y a assez peu de pays qui sont intervenus militairement en Afghanistan, c'était surtout les États-Unis, et ceux qui sont intervenus l'ont fait de manière individuelle. Et donc l'Ukraine qui rejoint l'OTAN s'assurerait une forme de sécurité, c'est ça? Oui, mais alors attendez, parce que ça c'est un sujet, enfin c'est moins ancien que l'Afghanistan, mais c'est un sujet puisque l'Ukraine a été sur le point de rejoindre l'OTAN. La question a été posée de façon très, très explicite à la fin des années 2000, sous Bush Junior en particulier. Les États-Unis et un certain nombre d'autres membres de l'OTAN étaient prêts à accéder à cette demande de l'Ukraine. Et deux pays, notamment, s'y sont opposés à l'époque, la France de Sarkozy et l'Allemagne d'Angela Merkel. Et donc à l'époque, du coup, le consensus qui a été trouvé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OTAN, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est une organisation relativement démocratique, ça veut dire qu'il y a même un droit de veto. Il peut arriver qu'un pays, y compris un pays considéré comme petit, puisse s'opposer à la mise en œuvre d'une action par l'OTAN. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc là, il y avait au moins deux pays, et non des moindres, qui se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et donc, du coup, le compromis qui a été trouvé entre ceux qui voulaient le faire et ceux qui ne voulaient pas a été de dire, bon, un jour, l'Ukraine pourra rentrer dans l'OTAN, mais on ne fixe pas de calendrier. Et un certain nombre d'analystes disent, finalement, c'était la décision la plus maladroite qui pouvait être prise, parce que ça a plutôt inquiété les Russes, qui n'avaient pas du tout envie que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, et que ça a ouvert d'une certaine manière du jeu aux Russes pour qu'ils se disent, du coup, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN un jour? Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de façon extrêmement claire, vous avez un président américain, en l'occurrence Trump, qui est revenu au pouvoir en janvier dernier, qui dit, pour moi, il est hors de question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Alors que Biden était plus ambigu, c'était pas hyper clair ce que disait Biden, mais en tout cas il disait pas non de manière aussi ferme, tandis que dans l'ensemble, les autres sont plutôt pour, à part la Hongrie. Voilà, donc d'une certaine manière, par rapport à 2008, vous voyez, les choses se sont inversées. Bien sûr. Et donc de toute façon, dans l'état actuel des choses, l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN, puisqu'il suffit qu'un pays soit contre pour que ça ne se fasse pas. Je suis désolée, je vous interromps parce qu'on doit rejoindre maintenant l'Ukraine avec cette déclaration déjà de Volodymyr Zelensky. Nous souhaitons mettre fin à cette guerre rapidement et désirons une paix durable. C'est ce qu'il a déclaré ce matin encore lorsqu'il a posé le pied sur le sol américain, le président ukrainien, avant donc cette rencontre avec Donald Trump. Et c'était avant que l'Américain ne fixe ses conditions. Oui, effectivement, Cyril Amourski, vous êtes le correspondant de BFM TV en Ukraine. Zelensky a toujours dit qu'il ne souhaitait pas concéder le moindre de territoire à la Russie, abandonner la Crimée et renoncer à une adhésion à l'OTAN. Quel est l'état d'esprit là, en Ukraine et les réactions aux propos de Donald Trump sur son réseau social?
Eh bien écoutez, les réactions sont très négatives ici en Ukraine parce qu'on voit que depuis plusieurs jours, le président américain en réalité se positionne plus ou moins du côté de la Russie. Il reprend vraiment les thèses du Kremlin et les demandes du Kremlin, à savoir céder du territoire, rétablir l'église orthodoxe russe en Ukraine, donner un statut officiel à la langue russe en Ukraine. Donc des questions qui touchent directement à la souveraineté territoriale mais aussi à la souveraineté politique. Et évidemment, ce sont des lignes rouges absolues, que ce soit d'un point de vue du gouvernement ukrainien, mais aussi d'un point de vue de la population ukrainienne. Il est vrai qu'une grande partie des Ukrainiens, en tout cas même des gens avec lesquels j'ai échangé, considèrent que, bon, dans la situation actuelle, étant donné que c'est difficile sur le front, étant donné qu'il est peu probable que l'Ukraine, dans les jours à venir, puisse reprendre du territoire, il va falloir négocier. Mais négocier à minima sur la ligne de front actuelle, non pas donner des territoires que la Russie n'a jamais contrôlés. Et ça, pour les Ukrainiens, c'est une ligne rouge absolue et ils espèrent que le président ukrainien et les alliés européens vont pouvoir convaincre Donald Trump du fait que c'est une proposition qui est absolument inadmissible d'un point de vue ukrainien mais aussi européen. Merci Cyril Amorsky en direct de Kiev. Michel Fayad, il y a aussi un autre point que Donald Trump met sur la table, c'est qu'il souhaite proposer un équivalent de l'article 5 de l'OTAN en termes de garantie de sécurité à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet article 5 déjà? En fait, c'est le fait d'intervenir en faveur de l'Ukraine si l'Ukraine venait à être agressée. Donc c'est la proposition qu'a faite hier Steve Witkoff à la télévision. Steve Witkoff étant donc l'envoyé spécial de Donald Trump, non seulement pour le Moyen-Orient, mais du coup depuis quelque temps aussi sur le dossier Russie-Ukraine. Mais il y a un précédent historique qui rappelle cela. C'était le pacte de Bagdad qui avait été signé dans les années 50 et qui permettait aux États-Unis d'intervenir pour aider les pays au Moyen-Orient qui seraient menacés par l'Union soviétique. Et c'était arrivé. En 1958, le président libanais Camille Chamoun avait fait appel aux États-Unis pour intervenir, pour empêcher Nasser de prendre le contrôle du Liban. Merci beaucoup, Michel Fayad. On revient en détail sur cet événement, bien sûr, majeur dans quelques instants. Avant cela, on souhaitait aussi vous parler du reste de l'actualité et notamment de ces incendies chez nos voisins du Sud, les incendies qui sont terribles, notamment au Portugal. Tout d'abord, un pompier participant à la lutte contre les incendies dans le nord et le centre du pays a été tué dans un accident de la route portant à 2 morts dans le pays depuis fin juillet. Ce sont plus de 2000 soldats du feu qui sont mobilisés encore ce matin pour lutter contre plusieurs foyers au Portugal. Situation tout aussi dramatique en Espagne où un pompier, encore une fois, est mort aussi aujourd'hui à la suite d'un accident portant donc à 4 le nombre de morts liés à ces feux qui touchent la péninsule ibérique depuis le début de cette semaine dernière. Plus de 343 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année. Agathe Albouy. Depuis les airs, un épais mur de fumée blanche traverse l'ouest de l'Espagne. Les flammes continuent leur course destructrice au beau milieu des forêts et quartiers de la province de Cáceres. Hier, dans cette commune du nord-ouest du pays, en Galice, le combat contre le feu avait déjà commencé. Au-dessus de la végétation incandescente, les hélicoptères bombardiers d'eau se relaient sans relâche pour tenter de maîtriser le brasier. Depuis le pas de leur porte, les habitants observent impuissants les secours agir. On vit ça depuis 4 jours. Le feu est partout autour de nous. Ça nous perturbe beaucoup. On n'a pas dormi depuis 4 nuits. On passe de très mauvais moments. De l'autre côté de la frontière, le Portugal doit aussi lutter contre plusieurs incendies. De nombreux villages sont cernés par les flammes, comme dans cette commune du centre du pays, où le brasier de plusieurs mètres de haut engloutit les arbres tout près des habitations. Partout dans le pays, les opérations de sauvetage se multiplient, comme ici à Sabugal, où des animaux de compagnie sont évacués en urgence. Quelques 2000 pompiers sont mobilisés pour combattre plusieurs foyers dans le nord et le centre du pays. Au total, depuis le début de l'année, près de 185 000 hectares sont partis en fumée. Pour parler de cette situation, nous sommes en ligne avec Anthony Chauveau, pompier, secrétaire général et porte-parole UNSA sapeurs-pompiers. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, faisons un point sur ce qui se passe dans la péninsule ibérique. Comment perd-on le contrôle d'un incendie comme ce qui se passe actuellement en Espagne? Comment peut-on être débordé à ce point? Écoutez, tout dépend déjà de la végétation. Donc là, on est sur une végétation qui est assez dense, des conditions climatiques qui sont extrêmes, qui favorisent du coup le développement de l'incendie. Et puis, sur les feux de forêt, dès lors où un feu de forêt est déclaré, généralement, le feu génère lui-même ses propres turbulences.
Merci beaucoup Anthony Chauveau, pompier secrétaire général et porte-parole INSA, sapeur-pompier. On en vient, vous restez avec nous évidemment, on en vient à cette autre actualité. Donc 13 jours après le gigantesque incendie de l'Aude, cette fois-ci en France, qui n'est toujours pas éteint. Le feu des Corbières est toujours sous haute surveillance puisque les pompiers restent mobilisés. On vous rappelle que 16 000 hectares au minimum avaient été parcourus par ce feu. Et justement, Justine Barraud, vous êtes dans le département de l'Aude. Ce département est toujours en vigilance orange pour canicule et risque d'incendie, ce qui ne facilite pas le travail des pompiers. Non, ils sont 270 mobilisés sur ce feu des Corbières, un feu maîtrisé depuis une semaine mais ne toujours pas éteint. Donc il y a plusieurs points de surveillance, plusieurs groupes d'intervention de feux de forêt installés, dont certains en renfort. Il y a plusieurs départements qui sont venus prêter main forte aux pompiers de l'Aude, comme ce lieutenant qui est avec nous, le lieutenant Patrick Alibert, chef de groupe d'intervention de feux de forêt du Tarn. Lieutenant, depuis combien de temps vous êtes installé ici? Nous sommes arrivés vendredi matin, on a fait une relève sur le département du Tarn et là nous sommes en surveillance jusqu'à ce soir 20h. Donc qu'est-ce que vous avez pu observer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des reprises de feu? Aujourd'hui non, hier on a eu 2 départs, mais surtout samedi en fin d'après-midi, on a eu un départ de feu sur la Ribotte. Nous sommes intervenus rapidement avec heureusement le concours des 2000 ans qui nous ont permis de circonscrire rapidement l'incendie, sinon ça aurait pu avoir des conséquences très graves. Donc vous êtes avec un groupement, vous êtes 18 personnels. Qu'est-ce que vous faites pour surveiller ce feu et empêcher qu'il ne reprenne? Mais nous sommes en surveillance, on tourne avec un véhicule, on regarde s'il n'y a pas de fumée et de suite on intervient rapidement pour éviter que le feu prenne des proportions disproportionnées. Donc là il fait moins chaud aujourd'hui, mais vous avez travaillé sous 40 degrés ces derniers jours? Oui, samedi il faisait 41 avec des vents en rafale à 60 km/h. Hier il faisait 42 avec du vent à 60 km/h également. Donc là, on attend de la pluie, peut-être. J'imagine que vous l'attendez avec impatience. Est-ce qu'elle va suffire pour vous aider à éteindre ce feu? Tout dépend des quantités qui sont prévues, mais apparemment c'est 10 mm. Je pense que ça ne sera pas suffisant. Il faudra toujours être vigilant jusqu'à la fin de l'été et voire début d'automne. Donc les pompiers sont toujours vigilants ici dans le feu des Corbières, 16 000 hectares décimés par ces flammes. Un feu maîtrisé mais toujours pas éteint. Merci Justine Barraud en direct de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, donc cette commune qui a été particulièrement touchée par ces incendies dans l'eau. Nous sommes toujours avec Anthony Chauveau. Merci d'être resté avec nous, pompier et secrétaire général, porte-parole de UNSA, des sapeurs-pompiers. Avec cette situation donc en France, on le disait, il y a encore 9 départements, essentiellement dans le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône, qui sont concernés par cette vigilance donc élevée, ce risque élevé de feux de forêt aujourd'hui, notamment dans l'Aude. Et c'est vrai qu'on l'avait presque oublié, mais ce feu, il n'est pas éteint dans l'Aude. Ça demande encore la mobilisation de beaucoup de pompiers. Qu'est-ce qui est particulièrement à risque dans ce secteur ? Alors, qu'est-ce qui est à risque ? Étant donné qu'on a une végétation qui est sèche et des conditions climatiques qui favorisent les développements des incendies, le moindre acte humain qui serait un acte d'incivilité, par exemple, pourrait déclencher un incendie rapidement. Comme je l'ai déjà dit régulièrement, le jet de mégots de cigarette, l'utilisation de barbecue ou brasero sont à proscrire. Alors le jet de mégots de cigarette, c'est même pas qu'il est à proscrire, c'est qu'il ne faut surtout pas jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture ou autre. Et par contre, l'utilisation des barbecues et des braseros sont à proscrire dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui. Et j'ajouterais également que dès lors où il y a des interdictions d'accès dans les massifs forestiers, il faut scrupuleusement que la population respecte les consignes des autorités. C'est à partir de cela qu'on pourra limiter le risque d'incendie dans notre pays. Et pour ce qui concerne plus précisément l'Aude, effectivement, le feu n'est pas encore éteint. On a encore des points chauds qui nécessitent des noillages pour éviter toute reprise, puisque au vu du développement de l'incendie, on a potentiellement peut-être des endroits où on a encore un peu de tourbe et dont les feux peuvent être couvants, comme on l'avait connu en 2022 en Gironde. Je rappelle qu'en Gironde, l'incendie a été officiellement éteint à l'automne. Anthony Chauveau, donc ça fait 13 jours que ce sinistre a débuté dans l'Aude. Vous nous dites que ça peut continuer comme ça encore plusieurs jours, plusieurs semaines ?
Tout à fait, les points chauds, en fonction de, comment je vais vous dire, en fonction de ce que contient le sol, et notamment des sols un peu plus tourbeux, on peut se retrouver sur des points chauds qui subsistent en souterrain et qui peuvent parcourir des centaines de mètres et se rallumer plus loin, en fait, ressortir et éclore et brûler tout simplement. Brièvement, on rappelle qu'il y a cette mobilisation européenne qui existe lorsque des incendies sont suffisamment importants dans un pays pour qu'on puisse demander des renforts aux pays voisins. C'était le cas en Espagne notamment. Les Français y ont envoyé 2 Canadair. Ça fonctionne à partir de quel stade de difficulté ? Alors, il n'y a pas vraiment de définition. C'est dès lors où le pays qui est impacté en fait la demande, fait demande auprès de l'Europe, enfin auprès du mécanisme Rescue, la mise à disposition de moyens des autres pays européens. Les demandes sont prises en compte et des moyens sont engagés. En France, le feu de l'Aude n'a pas nécessité d'engagement de moyens européens puisqu'on a su contenir ce feu. Par contre, la différence avec ce qui se passe en Espagne, il n'y a pas un seul feu, il y a plusieurs feux en même temps. Donc à un moment donné, ils arrivent en rupture capacitaire. Nous, ça n'a pas été notre cas. Par contre, si on avait eu un deuxième feu de la même ampleur que celui de l'Aude, là, je peux pratiquement vous certifier qu'on aurait connu les mêmes difficultés et qu'on aurait dû faire appel à nos camarades européens. Merci beaucoup, Anthony Chauveau, d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de BFM TV. On vous souhaite bon courage et bon courage également à l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont toujours mobilisés. Dans le reste de l'actualité, un homme est mort dans une explosion cette nuit à Vénissieux. C'est près de Lyon. C'est une bonbonne de gaz qui aura explosé dans un appartement d'un immeuble de 7 étages. L'occupant de l'appartement a été tué. Il avait 70 ans environ. 150 personnes ont été évacuées, prises en charge par les secours et la municipalité. Les précisions dans ce reportage de Carla Plon, Damien Charton avec Mathias Arez. En un instant, cet appartement a volé en éclats. Les fenêtres de l'immeuble ont été soufflées par l'explosion. Sur la chaussée, bris de verre et gravats sont éparpillés. Il est 3h30 cette nuit, lorsqu'une déflagration ravage la cuisine d'un appartement au 4e étage. Cette voisine a été l'une des premières à appeler les secours. C'était un grand boom, mais vraiment fort quoi. Fort. Je me suis dit, mais... Au début, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est pas le tonnerre, c'est quoi? Et là, j'ai vu tout de suite le feu, ça brûlait déjà, ça brûlait. Et j'entendais les gens qui criaient au secours, au secours, au secours. Sur place, 90 sapeurs-pompiers sont alors mobilisés. Une dizaine d'habitants est transportée à l'hôpital après l'inhalation de fumée. Dans le logement touché, les secours découvrent le corps calciné de l'occupant, un homme d'environ 70 ans. Voisin de palier, Félie et son mari ont dû s'échapper en pleine nuit. La sciure, la chaleur, on aurait dit que c'était dans la maison. Donc on est reparti sur le balcon. Et il y a le voisin qui était sur le balcon qui a dit venez chez nous. Et c'est de là on a escaladé le balcon du 6e étage, tous les deux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour déterminer les circonstances du décès. La fuite de gaz est confirmée et l'enquête va révéler. Il peut peut-être s'agir d'un suicide, mais tout cela devra être vérifié. C'est un acte en tout cas isolé, local. Aujourd'hui, la moitié des résidents de l'immeuble a pu retrouver son logement. Les autres vont être relogés temporairement. Tout de suite, la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et on vous parle aujourd'hui de cette nouvelle tendance, celle du train de nuit, qui a été emprunté pas mal de fois cet été pour partir, pour revenir en vacances, avec, vous voyez, le nombre de voyageurs qui a triplé d'ailleurs ces 5 dernières années. Et en juillet, la tendance est à la hausse avec plus 1 à plus 2% en taux d'occupation des voitures. Le train de nuit permet notamment d'économiser une nuit d'hôtel ou encore de limiter son empreinte carbone. Juliette Penn s'est glissée dans le Paris-Nice au départ de la gare d'Austerlitz.
Dans le couloir étroit du train, je croise Charlotte. Elle n'a que 4 jours de congé et c'est pour cela qu'elle a choisi de voyager en train de nuit. C'est parfait, comme ça je perds pas ma journée. Je dors, je me réveille, je suis déjà arrivée à destination. Un gain de temps, d'argent, plus écologique aussi, c'est ce qui a motivé Marie. Pour l'instant j'adore, ça fait un petit mood de colonie de vacances. On est entre copines dans une cabine, c'est très chouette. Bien qu'un peu à l'étroit, sans espace pour s'asseoir et manger, mais sinon il y a tout ce qu'il faut. Des accessoires pour la nuit, une couverture, un oreiller, un cachet, etc. pour bien dormir. C'est justement l'heure d'aller se coucher. Il ne reste plus que Gustave, le chef de bord. En l'espace de 4 ans, il a vu les trains de nuit se remplir à vue d'œil. Il y a un engouement pour les trains de nuit de plus en plus. Et même des fois, nous sommes obligés de refuser des passagers qui viennent à la dernière minute parce que les trains sont pleins. Avec un taux d'occupation qui atteint les 80% aujourd'hui, et on comprend pourquoi quand on voit le lever du soleil sur la côte, Natacha est bluffée. On monte les rideaux et on voit la mer, c'est un peu magique. 9h, le train arrive en gare de Nice. Certains voyageurs ont mieux dormi que d'autres, mais tous sont prêts pour commencer leurs vacances. Le matelas raffinement des Pédas a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Pédas. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. La météo tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver. La canicule se maintient près de la Méditerranée avec des températures qui vont une nouvelle fois dépasser les 35 degrés cet après-midi. Ça sera sans doute le cas ici dans le département de l'Hérault, Montpellier, sous un grand soleil. La bonne nouvelle, c'est que cette canicule perd de plus en plus de terrain et la vigilance orange canicule, donc qui concerne 7 départements pour aujourd'hui, eh bien cette vigilance orange canicule sera levée demain parce qu'une goutte froide se rapproche de la France, de l'air froid en altitude. De l'air chaud dans les basses couches, ça promet ça des orages localement forts. Il faudra les surveiller à partir de demain. Alors pour cet après-midi, déjà un ciel un peu plus variable dans l'ouest, quelques ondées localement orageuses. On va déjà d'ailleurs surveiller des orages parfois forts sur le relief des Pyrénées. Ça restera très ensoleillé, vous le voyez cet après-midi dans l'est, avec toutefois une tendance orageuse pour les Alpes du Sud et pour la montagne corse. Les températures donc toujours chaudes pour cet après-midi, de 23 degrés à Biarritz, 23 à La Rochelle, 29 à Paris et encore 35 à Perpignan et à Montélimar. Alors pour demain, déjà, donc, ces orages, parfois donc forts attendus demain matin dans le sud-ouest avec localement de fortes pluies, de la grêle, de fortes rafales de vent. En tout cas, donc, un ciel assez nuageux dans les régions de l'ouest, un ciel parfois voilé. Ça restera plus lumineux dans les régions de l'Est et du Nord-Est. Et puis les orages vont se décaler dans l'après-midi à la fois vers le centre-est, vers le sud-est, avec là aussi de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies en peu de temps. Donc une vigilance orange est possible pour ces orages pour la journée de demain. Et puis vous le voyez également, des pluies parfois orageuses et parfois soutenues attendues entre la Bretagne et le Cotentin. Ça restera à nouveau plus ensoleillé près des frontières du Nord-Est. Les températures demain matin de 12 degrés à Reims, 18 à Nantes, 18 à Bordeaux. Ça restera chaud dans le Sud-Est, 24 à Marseille, 25 à Nice. Et puis en revanche, dans l'après-midi, les températures vont chuter avec ces orages. 23 à Biarritz, 22 à Aurillac, 22 à Brest, 24 à Paris. Mais encore 30 à Strasbourg, 31 à Marseille et jusqu'à 32 à Dijon. Très bel après-midi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Il est 15h30 sur BFM TV. Bienvenue devant l'après-midi info si vous êtes avec nous encore jusqu'à 17h aujourd'hui avec cette édition largement consacrée à l'actualité internationale et la rencontre de Volodymyr Zelensky avec Donald Trump ce soir aux États-Unis. J'espère que notre force conjointe avec l'Amérique, avec nos amis européens, contraindra la Russie à une vraie paix. C'est l'espoir exprimé par le président ukrainien qui sera également, qui tentera de déjouer l'alliance nouée en Alaska avec Vladimir Poutine et son homologue américain.
pour Zelensky. Hors de question de céder des territoires. L'Europe autour de lui exige des garanties de sécurité. Nous serons avec Cyril Amourski tout à l'heure, notre correspondant à Kiev. Nous reviendrons également sur cette explosion mortelle dans un immeuble d'habitation de Vénissieux près de Lyon. Un homme d'environ 70 ans est mort cette nuit. L'explosion d'une bonbonne de gaz est envisagée. Les dégâts sont importants et 150 habitants ont dû être évacués. Certains ont pu regagner leur logement, mais le dispositif de sécurité reste important sur place. Nous irons dans quelques minutes. Également à la une, quelques jours après la libération sous contrôle judiciaire de l'infirmière mise en examen pour agression sexuelle sur des nourrissons de la maternité de Montreuil. Nous vous révélerons les témoignages poignants de ces familles, de certains de ces bébés prématurés. Un document exclusif BFM RMC à découvrir dans un instant. Mais tout d'abord, c'est quelques heures qui nous séparent de cette rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président Trump à la Maison-Blanche. C'est aux alentours de 19h15, heure française, que ça se déroulera dans une première partie, donc en tête-à-tête entre les deux hommes, avant une réunion élargie avec ces membres de la délégation européenne qui ont accompagné le président ukrainien, mais aussi la présidente de la Commission européenne et le chef de l'OTAN. Ce sera à suivre évidemment sur BFM TV tout au long de cet après-midi. Cette réaction tout d'abord de Donald Trump sur son réseau social Truth Social, le président américain qui a rappelé les lignes rouges qui seront exposées ce soir. En substance, pas question pour l'Ukraine de récupérer la Crimée, pas question non plus d'entrer dans l'OTAN. Ouais, effectivement, ce n'est pas rien comme ligne rouge. Cyril Amourski, vous êtes le correspondant de BFM TV à Kiev en Ukraine. Volodymyr Zelensky a toujours déclaré que l'Ukraine ne souhaitait pas céder 1 centimètre de son territoire et que l'Ukraine voulait adhérer à l'OTAN. Quelle est la réaction donc des Ukrainiens face à ces lignes rouges, ces ultimatums lancés par Donald Trump ce matin ? Écoutez, les réactions sont très négatives dans la mesure où lorsque c'est la Russie qui lance ce type d'ultimatum, les Ukrainiens sont plus ou moins habitués à cela, étant donné que la Russie a envahi l'Ukraine à grande échelle à partir du 24 février 2022. Ce qui est moins compréhensible, c'est pourquoi est-ce qu'un allié supposé de l'Ukraine, surtout les États-Unis, mettent la pression aujourd'hui sur l'Ukraine pour qu'elle puisse accepter des conditions qui sont évidemment d'un point de vue ukrainien inacceptables. Les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que le président américain demande à l'Ukraine, par exemple, de reconnaître que la Crimée est perdue à jamais, et pourquoi est-ce que les Ukrainiens devraient céder une région entièrement à la Russie, alors qu'aujourd'hui, elle est quand même encore à 30% sous contrôle ukrainien. Je parle évidemment de la région de Donetsk. Dans ce contexte-là, les Ukrainiens se posent beaucoup de questions, ne savent pas vraiment comment la rencontre va se passer, puisque tous ces propos-là, en fait, ont eu lieu quelques heures avant même la rencontre entre le président ukrainien et le président américain. Et ici, l'espoir, c'est que, étant donné que cette fois-ci, la rencontre entre Zelensky et le président américain se fait avec des partenaires occidentaux, que ces mêmes partenaires occidentaux vont pouvoir soutenir l'Ukraine dans sa démarche et vont pouvoir convaincre les États-Unis que les conditions posées par la Russie ne vont pas amener à la paix, que ce sont en réalité une capitulation, pour reprendre les termes du président français, et que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité solides pour mettre un terme à cette guerre. Et Cyril, pendant ce temps, la guerre continue sur le territoire ukrainien avec ces villes qui continuent d'être frappées. Oui, tout à fait. Il y a la ville, par exemple, de Kharkiv qui a été bombardée cette nuit. On parle de 5 personnes qui ont été tuées. Il y a encore d'autres personnes qui sont sous les débris du bâtiment qui a été ciblé. Plus d'une quinzaine d'autres personnes ont été blessées. Parmi les morts, on parle de 2 enfants, un enfant de moins d'1 an. Il y a également la ville d'Odessa qui a été touchée, la ville de Soumy. Et ce matin, il y a quelques heures, la ville de Zaporizhzhia également a été ciblée par les missiles. Et donc, une fois de plus, les Ukrainiens, dans ce contexte, ne comprennent pas vraiment pourquoi est-ce que la pression est exercée sur l'Ukraine, un État qui a été envahi, et non pas sur la Russie, qui ne souhaite plus d'un cessez-le-feu, qui n'a jamais, à vrai dire, souhaité d'un cessez-le-feu, mais maintenant c'est les États-Unis qui poussent, eux pas non plus, pour un cessez-le-feu. Et les Ukrainiens ne comprennent pas, une fois de plus, pourquoi c'est l'agresseur qui a le droit de dicter ces conditions, et non pas l'Ukraine qui est le pays envahi. Merci beaucoup Cyril Amourski pour ces précisions en direct depuis Kiev en Ukraine. Oleg Kopsev nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de géopolitique à l'Université américaine de Paris. Sont toujours avec nous également Michel Fayad et Sylvain Kahn, professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po et auteur de L'Atlantisme est mort, vive l'Europe aux éditions de l'Aube. Ça sort ce jeudi. Tenez, Sylvain Kahn, un mot avec vous. À quoi s'attendre de cette réunion? Tout d'abord,
On sait que là, Volodymyr Zelensky va de nouveau rencontrer les alliés européens. Pourtant, ils se sont dit déjà beaucoup de choses ces dernières heures, ces derniers jours. Il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas. J'imagine qu'ils parlent régulièrement ensemble. Quel est le message? Est-ce qu'on est plus dans la forme que dans le fond, là, en arrivant à la Maison-Blanche pour Zelensky et ses alliés? Pour Zelensky, en tous les cas, il y a l'idée qu'il ne se retrouve pas seul en tête-à-tête, comme il l'était en février dernier, lorsqu'il a été bousculé, voire agressé verbalement dans le bureau ovale de Trump par Trump et son vice-président Vance. Et il y a l'idée, je suppose, de présenter un front uni, une position, on va dire, ukraino-européenne, pour faire une alternative à ce qui est proposé par Poutine et par Trump, puisque maintenant Trump est du côté de Poutine et non plus du côté des Européens et des Ukrainiens. Donc l'idée, c'est de dire, comme ça a été indiqué par votre reporter, qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour les Ukrainiens, soutenues par les Européens, et que les Européens veulent continuer à soutenir l'Ukraine et à sanctionner la Russie, alors que Trump et les États-Unis ne le font plus. Oleg Koptsev, on le voit encore à l'écran, là, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il voulait une fin rapide de la guerre avec une paix durable. Ces souhaits, partagés par l'Europe et évidemment avec ses alliés, semblent incompatibles avec ce que mettent en face et le président américain et le président Poutine après cette réunion en Alaska, à savoir des cessions de territoire, à savoir une non-adhésion à l'OTAN. Voilà, les conditions qui ont été imposées de l'autre côté semblent incompatibles avec une paix rapide et une paix durable. C'est évident, mais c'est toujours le cas en temps de guerre. L'agressé a sa vision de la paix, c'est-à-dire que l'agresseur se retire entièrement, l'agresseur a ses raisons, a ses justifications, et Poutine en a beaucoup, parce que lui, il faut bien comprendre que Poutine se voit comme la victime dans cette affaire. C'est-à-dire que là aussi, c'est pour ça que l'Occident a été quand même très imprudent en 2008, quand on a invité l'Ukraine à rejoindre l'OTAN sans réfléchir aux conséquences, sans même réaliser, ou en pensant que ça ne serait pas réaliste pour Poutine d'attaquer avec la violence qu'il a utilisée. Mais malheureusement, voilà, on en est là. Maintenant, il faut bien évidemment réparer les dégâts. Le problème, c'est que Trump ne voit que l'aspect finalement de la faute de l'Occident. Il ne voit que le point de vue russe que lui a martelé Poutine. Il s'est mis en état de faiblesse, en fait. On l'a vu à la réunion, au sommet en Alaska. Bon, maintenant, c'est aux Européens d'essayer de faire comprendre à Trump qu'il faut qu'il soit dans le bon camp, voilà, et que Zelensky ne peut pas céder quoi que ce soit, d'ailleurs, à Poutine. Le problème, c'est que la moindre concession serait immédiatement un encouragement à demander encore plus. Ça, la tactique du Kremlin, ça a toujours été ça. C'est la vieille école Molotov-Gromykov qui a formé Poutine et surtout Lavrov. Ils demandent l'impossible. Il y a quand même un tout petit signe. On voit, et ça, ce n'est pas Trump ou Witkoff qui le disent, c'est la Russie qui le dit, il y aurait une acceptation de certaines concessions de la partie russe, mais ce serait minime. Maintenant, les Européens, ils doivent y aller en force. Il faut le montrer à Trump d'abord et à Poutine ensuite. Michel Fayad, est-ce que la balle est vraiment dans le camp des Européens? Parce qu'on voit que Trump fait un peu ce qu'il veut et surtout que Poutine continue de bombarder l'Ukraine. Il y a des civils qui sont encore morts cette nuit. On a l'impression que tout passe sur le maître du Kremlin. Est-ce que même en arrivant unis, l'Europe a son mot à dire?
L'Europe a son mot à dire quant aux garanties sécuritaires qu'elle peut offrir à l'Ukraine. Parce que l'Europe peut être signataire d'un accord de paix éventuel. Et en étant signataire d'un accord de paix éventuel, elle s'implique dans l'application de cet accord de paix. Et il faudrait également que les États-Unis soient signataires de cet accord de paix, si accord de paix il y a, pour également assurer la sécurité, enfin, offrir aussi des garanties de sécurité. Ça pourrait se signer sans les États-Unis, ça serait possible ça ? Oui. Impossible. Enfin, déjà, je pense que Donald Trump est plutôt d'accord pour participer à ça. Il a déjà dit qu'il serait d'accord pour participer à une sorte d'article 5, comme on l'a dit tout à l'heure, qui serait non pas dans le cadre de l'OTAN, mais en dehors de l'OTAN, qui permettrait aux États-Unis et à l'Europe d'intervenir en cas d'agression contre l'Ukraine. Maintenant, le vrai point, enfin, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires depuis 3 ans et demi. Soit on s'est toujours demandé, est-ce que l'Ukraine peut gagner la guerre ou est-ce que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. L'Ukraine peut gagner la guerre à une seule condition, c'est que les États-Unis et l'Europe rentrent en guerre réellement, avec des hommes, des combattants, un soutien complet, militaire et financier pour l'Ukraine. Si ce soutien n'est pas présent, alors l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Et la preuve est sur le terrain, il y a 20% qui ont déjà été conquis. Et plus on va attendre, plus ce pourcentage risque d'augmenter, même s'il y a une forte résistance de la part de l'armée ukrainienne et que peut-être que l'armée ukrainienne pourrait repousser. Je ne peux pas prétendre savoir qu'est-ce qui va se passer militairement. Mais le fait est qu'on doit choisir. C'est-à-dire que tout le monde connaît le constat. Maintenant, on doit vraiment faire ce choix qui va faire beaucoup de mal, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, si on choisit la paix, eh bien, il va y avoir des concessions territoriales. Je parle d'une paix maintenant. Il y aura des concessions territoriales et ça sera donc terrible pour l'armée ukrainienne, pour le peuple ukrainien, pour l'Europe. Ou alors, on décide de ne faire aucune concession, mais d'aller full war, donc une guerre totale, complète. Et là, on peut l'emporter, mais il y aura aussi un prix humain et il y aura un prix économique et financier. Et il n'est pas dit que les Européens soient disposés à le financer, et s'ils en ont même les capacités de le financer. À peu près 3 heures, 3 heures et demie de cette rencontre entre le président américain et le président Zelensky. Pardon, cette déclaration de Donald Trump. À l'instant, sur Truth Social, un grand jour à la Maison-Blanche. Nous n'avons jamais vu autant de dirigeants européens ici en même temps. Un grand honneur pour l'Amérique. Voilà comment Donald Trump montre la situation de son point de vue, donc, puisqu'il sera en effet face à une très forte délégation. Jean-Didier Rovoin, vous êtes notre correspondant à Moscou. Voilà pour la déclaration de Donald Trump, mais toujours pas de réaction de Vladimir Poutine de son côté. On imagine tout de même sa satisfaction au Kremlin, notamment de voir que le président américain, en tout cas, réaffirme son alignement avec les conditions russes qui ont été évoquées vendredi, et notamment ce traité de paix. Mais disons que Vladimir Poutine est en position d'attente. Il a fait part de ses conditions à Donald Trump. Alors, se sont-ils mis d'accord? C'est ce qui semble être le cas. Et pour l'instant, eh bien, il sait, lui, concrètement, ce dont il a parlé avec Donald Trump, les éventuels accords auxquels ils sont parvenus, les idées qu'ils ont décidé de défendre, les fronts qu'ils ont décidé sur lesquels ils ont décidé de s'accorder. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse de la part de Volodymyr Zelensky et de ses alliés européens aux propositions sur la table, eh bien, Vladimir Poutine n'a pas intérêt à parler. Il va qu'à ses occupations comme d'habitude, en rencontrant des ministres, en passant des coups de téléphone. Et pour lui, il s'agit d'une journée normale, en attendant justement que l'Ukraine et ses alliés se déterminent par rapport à ce qui a été discuté à Anchorage avec Donald Trump. Sylvain Kahn, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, là, s'il regarde ce qui est en train de se passer, il consomme ça, il boit ça comme du petit lait, c'est-à-dire la division qu'il y a depuis ce matin, depuis plusieurs heures, entre les Américains et l'Union européenne? Est-ce que vous pensez qu'il se satisfait de ça, Vladimir Poutine? C'est son but, c'est l'un de ses buts. Mais je crois, vous savez que c'est particulièrement visible depuis le sommet, depuis la rencontre sommet entre Poutine et Trump qui a eu lieu aux États-Unis vendredi dernier. Mais cette division dont vous parlez, ou plutôt cette espèce de grand écart qui ne cesse de se creuser entre la politique américaine et la politique européenne, elle existe depuis le mois de janvier, c'est-à-dire depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, il fait ce qu'il avait dit. Lorsqu'il était en campagne, il avait dit que s'il gagnait, les États-Unis cesseraient de soutenir l'Ukraine et qu'il remettait en cause déjà les sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc en fait, aujourd'hui, les Européens se retrouvent
on va dire, seul pour continuer, s'ils le souhaitent, la politique qu'ils mettent en œuvre depuis 3 ans et demi, qui est une politique de soutien à l'Ukraine. Donc on pourrait dire le soutien, tout sauf la participation en envoyant des soldats. Donc beaucoup d'argent, beaucoup d'accueil de beaucoup de réfugiés, beaucoup d'envoi d'armes. Et puis, deuxième outil, deuxième jambe, les sanctions vis-à-vis de la Russie pour essayer d'assécher l'effort de guerre de la Russie. Donc forcément, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui peut avoir des effets très rapides. Il y a certains commentateurs qui disaient, il y a 3 ans et demi, oh, dans 3 semaines, la Russie sera à genoux. Bon, ça prend du temps parce que les Russes sont malins, ils essayent de contourner tout ça. Mais c'est une guerre d'attrition. Donc déjà, l'armée russe avait été quasiment jusqu'à Kiev. Elle a reculé. Elle n'occupe plus maintenant que 20% du territoire ukrainien, alors qu'il y a un moment donné, c'était quasiment 45%. Et donc, le pari des Européens, c'est de continuer et peut-être de suppléer au retrait des Américains. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? L'avenir le dira, mais pour l'instant, en tous les cas, c'est la politique des alliés, sachant qu'il y a quasiment 50 pays qui sont soutien des Ukrainiens, moins 1 maintenant, les États-Unis. Merci beaucoup pour cette précision. Ça, c'est l'actualisation à 15h45 encore. On ne sait pas encore comment ça peut tourner ce soir. En tout cas, on vous rappelle cette information aussi, c'est que Volodymyr Zelensky, de nouveau, se réunira avec ses alliés européens quand ils seront tous arrivés donc, à Washington dans l'après-midi, avant cette réunion avec le président Trump. Surtout, ne manquez pas cette émission spéciale à partir de 17h aujourd'hui sur notre antenne. Évidemment, Washington, l'Ukraine, sommet décisif à suivre auprès d'Alain Marshall. On va parler d'un tout autre sujet maintenant. Ce sont les incendies qui font rage. On a beaucoup parlé de l'Aude ces dernières semaines, mais on souhaitait également vous emmener dans la péninsule ibérique, puisque il y a énormément de feux en Espagne et au Portugal. Au Portugal, un pompier a perdu la vie en service, portant à 2 le bilan de ces feux qui frappent le nord et le centre du pays. 2 victimes, avec quelques 2000 sapeurs-pompiers encore mobilisés aujourd'hui. Et le bilan est encore plus dramatique en Espagne. Oui, on fait le point avec Mathieu de Taillac, notre correspondant à Madrid, où plus de 70 000 hectares ont brûlé ces derniers jours. Ils ont coûté la vie en Espagne à 4 personnes, avec donc ce nouveau pompier décédé ce lundi. Oui, effectivement, c'est un pompier qui est mort au volant de son camion quand ce dernier s'est renversé alors qu'il était en route pour rejoindre les incendies qu'il allait combattre. Un de ses collègues a été blessé dans le même accident. C'était dans la province de Léon, l'une des zones les plus touchées par les feux, avec les provinces voisines de Zamora et d'Ourense au nord-ouest de l'Espagne, et puis dans la région d'Estrémadure à l'ouest. Un sentiment d'impuissance domine le pays. Le gouvernement espagnol reconnaît pour la première fois que les incendies ne pourraient pas être éteints tant que la vague de chaleur ne retombera pas. Une canicule qui dure maintenant depuis plus de 2 semaines en Espagne. La chaleur ne redescend même pas la nuit, ou si peu, et c'est cela qui est différent cette année et qui complique énormément le travail des pompiers. L'Espagne espère que les températures commencent enfin à redescendre un peu à partir de demain. Et le gouvernement fait le lien entre non pas les feux en eux-mêmes, il y en a tous les étés en Espagne, mais en tout cas l'ampleur de chaque incendie et la quantité globale d'hectares brûlés, ce lien avec le changement climatique. Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé la préparation d'un grand pacte national face aux effets du changement climatique. Il a expliqué que ces derniers n'étaient pas une abstraction, que la vague si intense d'incendies y est directement liée, de même que les terribles inondations de Valence en octobre dernier. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions depuis Madrid en Espagne. Un tout autre sujet, maintenant on revient en France près de Lyon, c'est à Vénissieux, avec cette explosion qui a fait un mort dans un appartement. Ça s'est produit cette nuit. Damien Charton, vous êtes notre envoyé spécial devant l'immeuble de 7 étages situé dans le quartier des Minguettes. On imagine que les habitants ont été choqués par cette explosion dans la nuit. Plus d'une centaine ont même été évacués. Damien, c'est ça? Beaucoup d'émotions à Vénissieux aujourd'hui avec cette explosion d'un appartement dû au gaz dans cet immeuble de 7 étages. La façade complètement noircie suite à un incendie qui s'est déclaré après. Les habitants ont pu fuir, certains en enjambant un balcon. Vous pouvez écouter une personne qui s'est entretenue avec nous tout à l'heure au micro de Mathias Sarez. Et tu vois le feu, je dis à mon mari, il y a le feu. Et au moment qu'on essayait, on allait voir si on pouvait pour avancer, c'est de là qu'on voit on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas pu faire 1 à 2 mètres. En effet, parce qu'on a eu... ah oui, d'un coup.
La sciure, la chaleur, on aurait dit que c'était dans la maison. Donc on est reparti sur le balcon. Et il y a le voisin qui était sur le balcon qui nous a dit « Venez chez nous ». Et c'est de là on a escaladé le balcon du 6e étage, tous les deux. Le bilan est lourd, une personne décédée, un habitant très connu de la ville de Vénissieux qui avait à peu près 70 ans, 18 personnes blessées dont 9 incommodées par des fumées toxiques et qui ont été amenées à l'hôpital. Alors l'enquête devra définir ce qui s'est passé, plusieurs pistes possibles, la police scientifique est sur place. Boris Karlamov du service police-justice est avec nous en plateau. Boris, cette explosion, elle a eu lieu cette nuit. Elle pourrait être due au gaz. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, c'est du moins ce qui ressort des premières constatations réalisées par les sapeurs-pompiers et la police scientifique, due au gaz, à l'explosion vraisemblablement d'une bonbonne de gaz. Mais tous ces éléments méritent d'être vérifiés et corroborés par les éléments à venir à l'occasion de cette enquête. Il y a aussi une autre piste qui a été évoquée par le préfet délégué à la défense et à la sécurité de ce département du Rhône. C'est la piste d'un suicide, malheureusement, de la part de ce monsieur âgé de 70 ans dont le corps a été retrouvé calciné dans l'appartement. La découverte a été réalisée par les sapeurs-pompiers qui sont donc intervenus au milieu de la nuit. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon en recherche des causes de la mort. Donc voilà, il y a un gros travail de police technique et scientifique qui se déroule depuis maintenant ce matin pour tenter de valider, d'affirmer cette origine suite à cette explosion qui, on va le rappeler, a causé la mort d'une personne. Ouais, Boris, le bilan, donc c'est une personne qui est décédée, la personne qui était à l'intérieur de cet appartement, mais aussi pas mal de blessés. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Oui, avec 18 personnes en urgence relative incommodées par les fumées, 9 personnes transportées pour des vérifications à l'hôpital. Au total, il y a eu 150 personnes qui ont dû être évacuées de cet immeuble et regroupées dans un centre communal. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des vérifications ce matin, notamment sur la structure de l'immeuble, pour vraiment s'assurer qu'il n'y avait pas de risque d'effondrement. Ces vérifications ont été faites et le feu vert a été donné pour que toutes ces personnes, les 150 résidents, puissent regagner leur logement au fil des heures. Aujourd'hui, avec un important dispositif de sapeurs-pompiers qui est en place depuis ce matin et qui va perdurer dans le temps. 90 sapeurs-pompiers sont intervenus la nuit dernière, sans compter bien sûr les forces de l'ordre mobilisées à la fois pour la sécurisation des lieux, mais également pour les investigations qui sont toujours en cours et qui débutent à peine sous l'égide du parquet de Lyon. Merci beaucoup Boris Karlamov pour ces précisions. 15h51, on en vient à ce document BFM RMC. À présent, 2 semaines après la mise en examen d'une infirmière à l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis, accusée d'agression sexuelle sur des bébés prématurés, eh bien, des familles de certains nourrissons nous ont livré leurs témoignages. Et ce sont des récits qui font suite à la récente décision de la justice de maintenir l'infirmière et son compagnon en liberté, mais sous contrôle judiciaire. Les parents sont plongés dans la colère, mais aussi sont dans l'incompréhension totale. On les écoute au micro de Pierre Bazin et d'Eliott Francom. Julia navigue sur les réseaux sociaux lorsqu'elle découvre pour la première fois les vidéos d'agressions sexuelles sur des nourrissons. Elle se remet à peine d'un accouchement difficile lorsque l'effroi la saisit. J'étais à l'endroit où on était, pendant la période où on était. Et là, je vous cache pas qu'on tremble, on pleure, on serre son bébé dans ses bras et on se dit c'est pas possible. Rapidement, la culpabilité s'ajoute à l'incompréhension chez la jeune maman. Pendant les moments où on n'était pas là, ça se trouve quand mon enfant il a appelé à l'aide, c'est elle qui est venue. Depuis quand elle réalise des fantasmes, les siens ou ceux des autres, qu'elle les filme ou pas d'ailleurs, et jusqu'à quand elle a fait ça? Des questions que se posent également Yacine et Sabrina. Leur enfant était aussi dans le service de néonatologie et tous les soirs, la mère de famille revoit son fils dans les bras de l'infirmière. Elle était douce, elle était super gentille. C'est le monde qui s'est effondré parce que on s'est... Ouais, ça va. C'est des enfants qui ne peuvent pas respirer tout seuls. On est obligé d'enfoncer des tuyaux dans leur gorge pour qu'ils puissent respirer. Leurs cris, on ne les entend pas. Les cordes vocales sont bloquées. Et se dire à un moment qu'une personne s'est permise de violer l'innocence de ces enfants-là, pour moi, c'était impossible. J'espère juste que justice soit faite pour ces bébés. La priorité pour les parents, c'est de savoir si leurs enfants figurent parmi les victimes, eux qui n'ont toujours pas compris que les 2 suspects soient laissés libres sous contrôle judiciaire. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette rencontre qui pourrait peut-être tout changer pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky rencontre ce soir Donald Trump à la Maison-Blanche. Il sera également épaulé un peu plus tard par ses alliés de l'Europe, de l'OTAN et de la Commission européenne. Ce sera à suivre évidemment dès 17h en édition spéciale sur BFM TV. On en parle tout l'après-midi. Restez avec nous, on y revient dans quelques minutes juste après la météo.